Une fillette de 9 ans a été enfermée dans le grenier par sa belle-mère après la mort de son père. Quelques jours plus tard, elle parvint à s'échapper dans un camion de télévision. Lors d'une émission en direct, révéla tout ce qu'elle avait enduré. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de l'après-midi perçait à travers les vitraux de la maison, peignant le sol en marbre de teinte dorée et rougeâtre, rappelant une peinture impressionniste. Valérie jouait avec sa poupée préférée sur le tapis perçant dans la pièce principale tout en regardant son père, Alexandre, travailler sur son ordinateur portable près de la cheminée. C'était une scène habituelle dans cette maison. La fillette cherchait toujours à être près de son père, même lorsqu'il était occupé par ses engagements professionnels. L'homme d'affaires Prosper levait parfois les yeux de son travail pour sourire à sa fille, un geste silencieux qui portait tout l'amour et la dévotion qu'il lui vouait depuis le décès de sa mère, il y a des années. La complicité entre les deux était évidente, même dans les plus petits gestes, comme lorsqu'il donnait discrètement un coup de pied à un morceau de chocolat qui s'était échappé de la poche de sa veste en sa direction. Le bruit des talons sur le sol annonçait l'arrivée de Catherine, la nouvelle épouse d'Alexandre. Sa présence modifiait subtilement l'atmosphère de la pièce, non pas brusquement, mais tel un courant d'air froid s'infiltrant sous une porte close. Elle s'approcha de son mari avec des pas mesurés, ses doigts parfaitement manucurés glissant sur ses épaules dans une démonstration calculée d'affection. « Chérie, le gouverneur vient de m'informer que le dîner est servi. Pourquoi ne pas mettre le travail de côté un moment et profiter d'un temps en famille ?» suggéra-t-elle d'une voix mélodieuse, masquant parfaitement son irritation de voir Valérie toujours aussi proche de son père. À la table à manger, la famille se rassemblait dans un rituel digne d'une publicité télévisée. Catherine servait chacun avec un sourire impeccable, ses gestes lisses et précis comme ceux d'une actrice chevronnée. La salade parfaitement disposée, le vin rouge soigneusement choisi, les bougies allumées stratégiquement positionnées. Tout faisait partie de sa performance méticuleuse en tant qu'épouse dévouée. L'arôme de la nourriture remplissait l'ambiance, mais ne pouvait masquer la tension sous-jacente qui planait dans l'air telle une tempête invisible qui approchait. « C'est, mon amour, j'ai beaucoup pensé à l'avenir de notre petite Valérie », commença Catherine d'une voix aussi douce qu'un miel empoisonné tout en remplissant à nouveau le verre de son mari de vin. « Tu sais, cette pension où étudie la fille des Mandon paraît tout simplement extraordinaire. Les filles en sortent prêtes pour les meilleures universités du monde. Ne serait-ce pas parfait pour elles ? » La suggestion flottait dans l'air telle une bombe sur le point d'exploser, alors que Valérie se figeait, fourchette à mi-chemin de sa bouche, les yeux grands ouverts fixés sur son père. Alexandre posa ses couverts avec une délicatesse contrastant avec la fermeté de sa voix. « Catherine, nous en avons déjà parlé. Valérie ne va dans aucune pension. Son éducation est excellente dans son école actuelle, et surtout, elle est heureuse ici. Ce sujet est clos. » La décision dans sa voix ne laissait aucune place à la discussion, mais l'éclat dans les yeux de Catherine révélait que cette bataille était loin d'être terminée. Son sourire demeurait intact, bien que quelque chose d'obscur traversât son regard l'espace d'une fraction de seconde. Le reste du dîner se déroula dans un lourd silence, seulement rompu par le tintement des couverts sur la porcelaine fine. Valérie jouait avec la nourriture dans son assiette, soulagée par la fermeté de l'attitude de son père mais mal à l'aise pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer. Le poids de cette conversation planait encore dans l'air telle une ombre invisible étouffant toute tentative de légèreté. La fillette, habituellement loquace et vive, gardait les yeux baissés, déplaçant la nourriture sur son assiette avec sa fourchette sans réel intérêt pour manger. Chaque fois qu'elle levait les yeux, elle se heurtait à l'expression verte et calculée de Catherine, son visage impassible comme si elle calculait encore ses prochains mouvements. Alexandre, quant à lui, termina son assiette avec la tranquillité mesurée de quelqu'un qui ne voulait pas alimenter davantage la friction, mais sa posture rigide trahissait la tension sous-jacente. Il prit son verre de vin et fit tournoyer le liquide lentement avant d'en prendre une autre gorgée, son regard perdu à un point indéfini sur la table. La décision de garder Valérie ici avait été prise, mais il savait que Catherine n'abandonnerait pas si facilement, son épouse jouait toujours la longue partie. Catherine sirotait son vin, ses yeux calculateurs alternant entre le père et la fille comme un prédateur étudiant sa proie. La lumière se reflétait sur le verre en cristal, créant de petits faisceaux de couleurs sur la nappe d'un blanc immaculé. Chacun de ses mouvements était méticuleux, la façon dont elle touchait le couvert avec délicatesse, comment elle croisait ses jambes avec une naturelle étudiée, comment ses doigts glissaient le long de la tige du verre lorsqu'elle le portait à ses lèvres. Mais son regard trahissait son esprit en pleine opération. Lorsqu'Alexandre porta une fois de plus le verre à ses lèvres,
Elle l'observa avec une attention particulière et un sourire presque imperceptible se forma au coin de ses lèvres parfaitement maquillées. Ce même soir, après le dîner tendu, Catherine resta dans le salon, ses ongles tapotant sur le verre en cristal pendant qu'elle observait Alexandre et Valérie à travers la porte entr'ouverte de la bibliothèque. Le père et la fille étaient absorbés par leur routine nocturne de lecture, partageant rires et commentaires sur l'histoire qu'ils lisaient ensemble. La scène apparemment innocente provoqua en Catherine une fureur silencieuse qui grandissait à chaque seconde qui passait, tel un poison se répandant dans ses veines. La cruelle vérité se cristallisa finalement dans son esprit. Peu importait le temps qui passait, peu importait le nombre de dîners parfaits qu'elle préparait ou de faux sourires qu'elle distribuait, elle n'occuperait jamais la première place dans le cœur ou les priorités d'Alexandre. Dans son bureau privé, situé dans l'aile ouest de la maison, Catherine parcourait méticuleusement les documents financiers de son mari. La lumière tamisée de l'abat-jour projetait des ombres inquiétantes sur son visage jadis angélique, maintenant déformé en un masque de cupidité et de détermination. Ses mains délicates glissaient sur des papiers révélant une fortune bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginée. Propriété, investissement, compte dans diverses banques. Tout cet empire pouvait être à elle, pensait-elle, tandis qu'un plan sinistre prenait forme dans son esprit. L'héritage qu'elle convoitait tant était à portée de main, mais il y avait un obstacle dont elle devait se débarrasser. Alexandre d'abord, puis trouver un moyen d'éliminer définitivement Valérie. Le plan commença à s'exécuter le soir suivant, lors d'un autre dîner en famille. Catherine se déplaçait dans la salle à manger avec la grâce d'une ballerine, servant les plats avec son habituel sourire charmant. Ses yeux, cependant, brillaient d'une lueur différente lorsqu'elle servait personnellement le vin à Alexandre, un rouge spécial qu'elle assurait avoir choisi spécialement pour l'occasion. « C'est un millésime exceptionnel, mon amour, je suis sûr que tu apprécierais les notes particulières de ce vin », commenta-t-elle, sa voix mélodieuse masquant parfaitement l'anxiété qu'elle ressentait en voyant son mari porter le verre à ses lèvres. Le repas se déroulait normalement lorsqu'Alexandre commença à montrer les premiers signes de malaise. Son front se mit à transpirer et il desserra discrètement sa cravate comme s'il cherchait à respirer un peu plus d'air. Valérie fut la première à remarquer que quelque chose n'allait pas, son intuition enfantine captant le changement soudain dans l'allure de son père. « Papa, ça va ? Tu as l'air pâle » demanda-t-elle d'une voix chargée de sincère inquiétude. Alexandre tenta de sourire pour rassurer sa fille, mais une vague de douleur traversa son corps, le faisant se pencher légèrement sur la table. Catherine joua son rôle avec maîtrise en se précipitant aux côtés de son mari, arborant une expression de préoccupation si bien répétée qu'elle aurait pu tromper le plus fin observateur. « Alexandre, mon chéri, qu'est-ce que tu ressens » demanda-t-elle doucement, posant une main sur son épaule tandis que l'autre retirait discrètement le verre de vin de la table pour effacer toute trace de preuve. Ses yeux, cependant, ne pouvaient totalement dissimuler la satisfaction de voir son plan prendre effet. L'homme d'affaires tenta de se lever, mais ses jambes ne semblaient pas répondre correctement aux commandes. Le sol en marbre sous ses pieds devenait une surface instable, tournant et tremblant comme si le monde autour de lui s'effondrait. Une sueur froide perlait sur ses tempes, l'humidité collante s'accumulant sur le col de sa chemise froissée. Ses doigts agrippaient le bord de la table en quête de soutien, mais cette prise ne suffisait pas à empêcher un tremblement involontaire de parcourir ses bras. « Ce n'est rien, juste une indisposition passagère », murmura-t-il en forçant un sourire pour rassurer sa fille, pourtant sa voix, autrefois ferme et imposante, sortait maintenant rauque, enrouée et tremblante, trahissant la gravité de son état. Ses yeux clignotaient quelquefois, tentant de se concentrer sur les traits de Valérie, mais l'image de la fillette semblait osciller, floue, à cause des vertiges menaçant de le submerger totalement. Valérie regardait la scène, les yeux écarquillés de terreur, ses petites mains serrant fermement les couverts comme si la pression pouvait chasser la peur grandissante en elle. Son cœur battait douloureusement dans sa poitrine et sa respiration s'accélérait sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle n'avait jamais vu son père ainsi, il avait toujours été fort, confiant, un rempart impénétrable, mais à cet instant, il semblait fragile, vulnérable. « Papa, tu n'as pas l'air bien » murmura-t-elle d'une voix pleine d'innocence et de sincère inquiétude. Son regard se détourna vers sa belle-mère, qui se tenait aux côtés du businessman, affichant une expression de préoccupation immaculée, mais dont le ton semblait étrangement répété. Catherine glissa une main doucement sur l'épaule de son mari, sa peau froide contrastant avec la chaleur fébrile qui émanait de son corps. « Mon chéri, peut-être devrions-nous appeler un médecin » suggéra-t-elle d'une voix aussi douce qu'un miel empoisonné. Son attitude était celle d'une épouse dévouée, mais ses yeux, minutieusement maquillés et impassibles, ne reflétaient aucune véritable inquiétude. Chaque minute qui passait la rapprochait de son objectif.
La douleur qui déchirait le corps d'Alexandre s'intensifiait à chaque minute, transformant ce qui avait commencé comme un léger malaise en une agonie silencieuse qui le rongeait de l'intérieur. Ses doigts serraient le bord de la table avec une force suffisante pour blanchir ses jointures, alors qu'il tentait de garder son calme devant sa petite Valérie. La sueur coulait en grosses gouttes sur son front et sa vision commençait à se brouiller, transformant les traits inquiets de sa fille en taches indistinctes. Dans son esprit confus, il attribuait ce soudain malaise à une indisposition passagère, peut-être le stress du travail ou une fatigue accumulée, sans jamais soupçonner que chaque gorgée du vin servi par Catherine le rapprochait de la fin. Valérie observait son père, les yeux grands ouverts de terreur, son cœur d'enfant battant de manière irrégulière alors qu'elle voyait sa transformation sous ses yeux. Son instinct criait qu'il se passait quelque chose d'horrible, mais son esprit de fillette ne pouvait pleinement comprendre la gravité de la situation. Des larmes commencèrent à perler dans ses yeux en voyant l'homme qui avait toujours été son refuge, son protecteur, son héros, succomber à une force invisible qui l'attaquait de l'intérieur. « Papa, s'il te plaît, appelons un médecin, tu as l'air si pâle » implora-t-elle d'une voix tremblante, submergée par une peur grandissante. Catherine contourna Alexandre tel un vautour, ses mains délicates effleurant de temps à autre son épaule ou son front dans une démonstration étudiée de sollicitude. Chacun de ses gestes était minutieusement calculé pour donner l'image d'une épouse dévouée et aimante, tandis que ses yeux, brillants d'une satisfaction malveillante, voyaient son plan se dérouler parfaitement. « Mon chéri, peut-être devrions-nous vraiment appeler un médecin » suggéra-t-elle d'une voix mélodieuse teintée d'une fausse inquiétude que seule l'innocence perspicace de Valérie semblait pouvoir détecter. « Tu n'as pas l'air bien du tout. » L'homme d'affaires tenta de se lever, déterminé à montrer qu'il allait bien, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Cependant, ses jambes fléchirent et il dut s'appuyer lourdement sur la table pour éviter de tomber. Le monde autour de lui se mit à tourner dans un tourbillon de couleurs et de sons déformés, tandis qu'une pression grandissante dans sa poitrine lui rendait la respiration de plus en plus difficile. « Ce n'est rien, j'ai juste besoin de me reposer un peu » murmura-t-il d'une voix qui n'était plus qu'un souffle rauque, refusant d'admettre la gravité de son état, ignorant que chaque minute d'hésitation pouvait lui coûter la vie. La salle à manger, jadis chaleureuse et familière, semblait désormais étouffante et menaçante. Les ombres projetées par les bougies dansaient sur les murs comme des spectres lugubres, témoins silencieux du drame qui se déroulait. L'arôme des mets, encore présent sur la table, se mêlait à l'odeur métallique de la sueur froide qui coulait sur le visage pâle d'Alexandre, créant une atmosphère nauséabonde qui ne faisait qu'accentuer son malaise. Valérie restait paralysée sur sa chaise, ses petites mains serrant fermement une serviette, regardant impuissante la détérioration de son père. Les douleurs dans l'estomac d'Alexandre s'intensifiaient comme si des milliers d'aiguilles le transperçaient de l'intérieur, son esprit se brouillait et les sons alentours semblaient provenir de loin, comme s'il s'enfonçait dans des eaux profondes et sombres. Le visage angélique de sa fille, désormais maculé de larmes silencieuses, fut la dernière image claire qu'il enregistra avant que ses jambes ne cèdent finalement. Son corps lourd glissa lentement de la chaise, tandis que Catherine observait avec un sourire presque imperceptible se dessinant sur ses lèvres parfaitement maquillées, sachant que son plan était sur le point de se réaliser. La première lueur du matin s'infiltra à travers les rideaux de la chambre principale où Alexandre avait passé une nuit agitée, marquée par un sommeil agité et des douleurs persistantes. Son visage, habituellement vigoureux et reposé, arborait une pâleur effrayante qui contrastait avec les cercles profonds formés au petit matin. Les draps de soie étaient trempés de sueur et son corps tremblait légèrement, même sous plusieurs couches de couverture. La femme de chambre, en entrant dans la pièce pour ouvrir les rideaux dans le cadre du rituel du matin, ne put retenir une exclamation de surprise en voyant l'état déplorable de son maître, se précipitant immédiatement pour appeler Catherine. Dans le silence étouffant de la pièce, Catherine joua son rôle avec la plus grande conviction, ajustant les oreillers de ses mains délicates avec une fausse dévotion, tandis que sa voix mélodieuse murmurait des mots de réconfort résonnant creux dans l'air lourd de la pièce. « Mon amour, nous devons t'emmener immédiatement à l'hôpital, ton état empire d'heure en heure. » Elle déclara, sachant pertinemment qu'Alexandre, dans son obstination caractéristique, refuserait la suggestion. Comme prévu, il secoua la tête négativement, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque. « Ce n'est pas nécessaire, j'ai juste besoin de me reposer encore un peu, j'ai une réunion importante cet après-midi. » Valérie, qui avait passé la nuit éveillée à s'inquiéter pour son père, pénétra dans la chambre dès qu'elle entendit des voix. Ses yeux gonflés s'écarquillèrent en voyant l'état de son père et elle se précipita vers le lit, ses petites mains agrippant désespérément les siennes. « Papa, s'il te plaît, allons voir un médecin, tu es très malade » implora-t-elle d'une voix étranglée par la peur. Alexandre tenta de sourire pour rassurer sa fille,
mais le geste se transforma en une grimace de douleur lorsqu'une nouvelle vague d'agonie traversa son corps. Les heures s'étirèrent comme une éternité alors que l'état d'Alexandre se détériorait visiblement. Catherine, quant à elle, maintenait sa garde calculée au chevet, quittant de temps à autre la pièce pour passer des coups de fil à voix basse sur son téléphone portable, son visage demeurant une masque de préoccupation feinte qui n'atteignait jamais ses yeux glacials. La femme de chambre et les autres membres du personnel se déplaçaient silencieusement dans les couloirs, échangeant des regards inquiets à chaque fois qu'un nouveau gémissement de douleur résonnait dans les murs de la maison. Le soleil commençait à se coucher lorsque l'inévitable se produisit. La pièce fut baignée d'une brume orangée au moment où Alexandre subit une violente crise, son corps se cambrant sur le lit, laissant échapper des sons étouffés de sa gorge. Valérie, qui avait été contrainte de rester dans sa propre chambre, entendit la soudaine agitation et se précipita dans les couloirs, son petit cœur semblant sur le point d'exploser. Arrivée devant la porte de la chambre de ses parents, elle fut arrêtée par Catherine qui la saisit fermement par les épaules, l'empêchant d'assister aux derniers instants de son père. Les minutes qui suivirent furent un flou de mouvements et de voix élevées. Le bruit de pas précipités résonnait dans les vastes couloirs de la maison, accompagné du cliquetis nerveux d'assiettes abandonnées sur la table, tandis que le personnel se pressait, échangeant des regards paniqués et murmurant des mots perdus dans le tourbillon du désespoir. Les lourdes portes en bois claquèrent comme si les fondations mêmes de la maison tremblaient face à l'inévitable. Le parfum enivrant de Catherine se mêlait à l'odeur métallique de la sueur froide qui perlait sur la peau pâle d'Alexandre. Son corps, autrefois robuste et imposant, gisait désormais étalé sur le lit tel une marionnette sans ficelle, ses muscles incapables de répondre. La pièce, éclairée uniquement par une lampe de chevet jaunâtre, projetait de longues ombres déformées sur les murs, comme si l'obscurité même de l'instant se propageait dans chaque recoin de l'espace. Au loin, le hurlement d'une ambulance ressemblait à un présage tardif, une mélodie lugubre qui ne servirait à rien. L'appel aux urgences avait été passé, mais aucune urgence ne pouvait le sauver. Lorsque le médecin arriva enfin à la maison, accompagné d'un ambulancier portant une trousse de secours qui ne serait jamais utilisée, le silence dense s'était déjà installé. Alexandre avait rendu l'âme, son corps gisait immobile sur le lit, son expression figée entre douleur et choc. Les doigts autrefois agiles, qui tenaient souvent un verre de vin avec élégance ou signaient des contrats d'une grande importance, reposaient désormais inertes sur les draps froissés. Catherine, dans sa performance magistrale, s'effondra en larmes dans les bras du médecin, ses sanglots résonnant dans l'immensité de la pièce tel un chant funèbre répété. Des larmes coulaient sur son visage sans altérer son maquillage impeccable, et sa main tremblait légèrement lorsqu'elle se couvrait les lèvres, geste d'une pure théâtralité. De l'autre côté de la porte verrouillée, Valérie criait et frappait le bois de ses petits poings, la force de son chagrin enfantin résonnant dans le couloir, « Papa, papa !» Sa voix aiguë se brisait entre des sanglots, sa gorge brûlante, mais elle ne s'arrêtait pas. La terreur qui lui déchirait la poitrine était plus forte que n'importe quelle douleur physique, et son univers entier s'effondrait en une nuit fatidique. Tout ce qu'elle désirait, c'était se réveiller de ce cauchemar. Le jour des funérailles se leva, voilé d'un ciel gris comme si le firmament partageait la tristesse qui régnait sur la maison. Dans le grand hall préparé pour la cérémonie, Catherine circulait parmi les invités comme une actrice principale dans son grand moment, sa robe noire choisie avec soin, son voile de dentelle couvrant partiellement son visage, et ses sanglots contrôlés au moment précis, le tout méticuleusement calculé pour incarner l'image de la veuve inconsolable. Pourtant, ses yeux, bordés de larmes qui n'atteignaient jamais son cœur, brillaient d'une satisfaction contenue alors qu'elle recevait les condoléances de ceux présents, notamment des partenaires commerciaux les plus importants d'Alexandre. Valérie observait tout depuis un coin du hall, ses petites mains serrant le pendentif que son père lui avait offert lors de son dernier anniversaire. Ses yeux rouges, dus aux pleurs, ne manquaient aucun des gestes de Catherine, et quelque chose dans son cœur d'enfant criait qu'il y avait quelque chose de profondément faux dans cette démonstration de chagrin. La façon dont sa belle-mère se regardait parfois dans les surfaces miroitantes, la manière dont sa voix tremblante prenait de l'assurance lorsqu'elle abordait des sujets pratiques avec l'avocat de la famille. Chaque détail alimentait la certitude croissante de Valérie qu'elle assistait à une cruelle mascarade. Dans la semaine qui suivit les funérailles, la véritable nature de Catherine commença à se dévoiler, tel un masque glissant lentement de son visage. Elle prit le contrôle de la maison avec une efficacité effrayante, licenciant d'anciens employés loyaux, réorganisant entièrement des pièces, et surtout, s'emparant du bureau d'Alexandre. Les documents importants qui autrefois remplissaient les tiroirs du bureau en acajou commencèrent à disparaître, remplacés par de nouveaux papiers portant uniquement sa signature.
L'empire qu'Alexandre avait bâti au fil des décennies était subtilement transféré entre les mains avides de sa veuve. La petite Valérie, dans son innocence courageuse, tenta d'alerter les autorités un après-midi. Pendant que Catherine était occupée avec l'avocat, elle réussit à échapper au regard vigilant du nouveau gouverneur et se rendit seule au commissariat le plus proche. Les larmes aux yeux, elle tenta d'expliquer ses soupçons à l'agent de service. « Mon père ne s'est jamais mis à être malade, jamais. Et après avoir bu le vin qu'elle a servi, il a commencé à se sentir mal. » Elle ment, prétendant être triste, mais je sais qu'elle ne l'est pas. Ces paroles, bien que chargées de vérité, sonnèrent comme le délire d'un enfant traumatisé aux oreilles des adultes. L'agent, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués, se contenta de hocher la tête et de lui tapoter la tête quelquefois avant d'appeler Catherine pour venir la chercher. Quelques minutes plus tard, l'agent reçut l'appel de Catherine. « Ma chère, ta belle-fille est là. Tu sais comment sont les enfants de cet âge, surtout après un trauma aussi important. » Lança-t-il, en jetant un regard à Catherine qui adopta aussitôt l'attitude de belle-mère préoccupée. « Ma petite, j'étais si inquiète. Tu sais, tu ne devrais pas sortir seule. » s'exclama-t-elle, sa voix douce masquant la fureur que Valérie pouvait voir bouillonner dans ses yeux. De retour à la maison, l'atmosphère semblait différente, presque irréelle. Les couloirs qui résonnaient autrefois des voix douces des domestiques et des pas fermes de son père étaient désormais plongés dans un silence oppressant. Le délicat parfum des fleurs fraîches, toujours arrangées dans des vases élégants, se mêlait à une faible odeur de cire à bois, un détail que Valérie n'avait jamais remarqué auparavant. Mais cette nuit-là, tout paraissait étrange, déplacé, comme si toute la maison murmurait une vérité que personne d'autre ne voulait entendre. Elle observait Catherine traverser les couloirs comme si elle avait toujours été la véritable propriétaire de l'endroit, ses talons claquant de manière rythmée sur le sol, un son autrefois inaudible mais qui résonnait désormais tel l'écho glacial de sa victoire. La femme marchait avec une posture impeccable, des gestes étudiés, chacun de ses mouvements chargés d'une fausse sérénité. Son expression était celle d'une maîtrise absolue, et la façon dont elle renvoyait un regard perçant au domestique faisait comprendre que rien ne lui échappait. Valérie se sentait de plus en plus seule et impuissante, sa poitrine se resserrant d'une douleur qu'elle ne pouvait encore nommer, brûlant au plus profond d'elle comme si elle avait été arrachée d'un monde sûr pour être jetée dans un univers où personne ne voyait ce qu'elle voyait. Les murs, jadis porteurs de souvenirs heureux, semblaient désormais être les témoins silencieux d'une injustice que personne d'autre ne pouvait percevoir. Chaque tableau accroché, chaque meuble patiné avec soin, chaque recoin de la maison était un cruel rappel de ce qui avait été perdu. Dans sa chambre, elle était assise sur le lit, serrant contre sa poitrine l'ours en peluche que son père lui avait offert, le pressant contre elle. Le parfum familier du tissu apportait un lueur de réconfort, mais il ne suffisait pas à dissiper le sentiment qu'il se passait quelque chose de terriblement mauvais. Elle ferma les yeux, laissant couler une unique larme sur sa joue, avant de l'essuyer rapidement. Elle ne voulait pas pleurer, ne voulait pas se sentir faible en cet instant. Elle se jura de découvrir la vérité, même si personne ne la croyait, quoi qu'il lui en coûte, aussi longtemps qu'il le faudrait. Son père n'était plus là pour la protéger, mais elle n'entendait pas laisser son absence sombrer dans l'oubli. Ce qu'elle ignorait, c'était que sa détermination enfantine serait bientôt mise à l'épreuve de manière inimaginable. La nuit tomba sur la maison tel un lourd manteau d'obscurité, apportant avec elle ce silence particulier qui semble amplifier le moindre bruit. Incapable de dormir, Valérie regardait les ombres danser sur son plafond, projetées par les branches des arbres du jardin qui se balançaient sous la brise nocturne. Sa chambre, jadis havre de confort et de sécurité, lui semblait désormais trop vaste, trop vide sans la présence rassurante de son père, qui venait chaque soir lui raconter des histoires et lui donner une bonne nuit. Les larmes silencieuses coulant sur son visage étaient les témoins muets d'une douleur trop grande pour son cœur d'enfant. C'est alors qu'un autre bruit fendit le silence de la nuit, l'écho lointain de talons aiguilles claquant sur le sol en marbre du couloir. Valérie reconnut immédiatement le son caractéristique des pas de Catherine, qui semblait plus précipité que d'habitude. La curiosité prit le pas sur la peur et la fillette se glissa silencieusement hors de son lit, ses pieds nus ne faisant aucun bruit en touchant le sol froid. Le cœur battant, elle s'approcha de la porte de sa chambre, derrière laquelle avait été laissée exprès une jarre par le gouverneur plus tôt. À travers l'entrebâillement, Valérie aperçut Catherine faisant les 100 pas dans le couloir, son téléphone portable pressé contre son oreille alors qu'elle parlait d'un ton conspirateur. La faible lumière de la lampe du couloir projetait des ombres sinistres sur le visage de sa belle-mère, soulignant l'expression de cruauté qui avait désormais pris le dessus sur ses traits, sans la moindre trace du masque de bonté qu'elle arborait habituellement durant la journée. Les mots qui suivirent firent glacer le sang de Valérie.
Oui, tout se passe comme prévu. Le testament a déjà été modifié, la fortune est pratiquement acquise. Maintenant, il ne me reste plus qu'à me débarrasser de la gamine. Non, je ne peux pas l'envoyer dans une pension ordinaire, elle en sait trop. J'ai besoin de quelque chose de plus définitif. Le lendemain matin, Valérie se précipita dans la cuisine, où Madame Martha, la cuisinière qui travaillait pour la famille depuis plus de 20 ans, préparait le petit déjeuner. Les paroles qu'elle avait entendues la nuit précédente résonnaient encore dans son esprit comme un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. Les larmes aux yeux et la voix tremblante, la fillette serra l'apron de la femme. « Madame Martha, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. J'ai entendu Catherine au téléphone la nuit dernière. Elle veut se débarrasser de moi, comme elle l'a fait avec mon père. » La cuisinière, qui avait toujours été si affectueuse, pâlit visiblement et recula, évitant de regarder directement l'enfant, tout en marmonnant. « Enfant, ne dis pas de telles choses, ta belle-mère est une femme très respectable. » Dans un désespoir grandissant, Valérie chercha refuge auprès du jardinier, Anthony, qui s'occupait des rosiers que son père aimait tant. Le cœur brisé, elle lui confia ses soupçons concernant le vin de cette fatidique nuit et la conversation téléphonique. L'homme, dont les mains calleuses tremblaient en taillant les rosiers, secoua simplement la tête. « Désolé, petite, j'ai 5 enfants à nourrir. Je ne peux pas m'impliquer dans cela, Madame Catherine a beaucoup de pouvoir maintenant. » Ses yeux trahissaient un mélange de peur et de culpabilité tandis qu'il se détournait, prétendant être trop occupé par son travail pour continuer la conversation. Un à un, tous les employés de la maison esquivaient les appels à l'aide de la fillette. Le gouverneur faisait semblant de ne pas entendre, la femme de chambre se montrait soudainement trop occupée, et même le chauffeur, qui jouait toujours avec elle, peinait désormais à croiser son regard. La peur planait sur les domestiques comme un épais nuage suffocant, alimenté par les rumeurs de ceux qui avaient déjà été renvoyés sommairement pour avoir déplu à la nouvelle maîtresse de maison. Pendant ce temps, Catherine faisait bouger ses pièces avec la précision d'une joueuse d'échecs expérimentée, présentant à chacun des documents parfaitement falsifiés qui prouvaient l'inscription de Valérie dans une prestigieuse pension à l'étranger. La vérité, cependant, était bien plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Un après-midi particulièrement froid, Catherine conduisit Valérie dans le grenier de la maison, sa main serrant fermement celle de la fillette tandis qu'elle montait les escaliers grinçants. L'espace, qui servait auparavant à entreposer de vieux meubles et des souvenirs poussiéreux, avait été transformé en prison de fortune. Un petit lit simple, une salle de bain rudimentaire dissimulée derrière un vieux paravent et une fenêtre trop haute pour être atteinte formaient désormais le monde entier de Valérie. « Ce sera ta nouvelle chambre, ma chère », annonça Catherine d'un sourire cruel, illuminée par la faible lumière filtrant à travers la fenêtre sale. « Considère-toi en vacances prolongées. Après tout le monde croit que tu es dans une excellente pension à l'étranger, profitant d'une éducation de première classe. » Son rire résonna dans les murs du grenier comme le grincement de griffes sur du métal, puis, d'un mouvement brusque, elle referma la lourde porte en bois et le son de la clé tournant dans la serrure scella le sort de Valérie dans sa nouvelle prison. Dans le silence étouffant du grenier, Valérie se recroquevilla dans un coin, serrant ses genoux contre elle comme si ce geste pouvait la protéger de l'obscurité oppressante qui l'entourait. Des larmes coulèrent librement sur son visage, traçant des chemins humides sur sa peau sale, tandis que sa respiration se faisait en sanglots courts et silencieux. L'air lourd et vicié lui emplissait les narines d'une forte odeur de bois vieilli et de moisissure, rendant chaque inspiration pénible. La poussière accumulée sur le sol rugueux s'élevait à chacun de ses mouvements, irritant ses yeux déjà rouges et gonflés, qu'elle clignait à répétition pour tenter de chasser cette sensation piquante qui ne faisait qu'empirer chaque seconde. L'espace exigu était encombré de vieilles boîtes empilées au hasard, comme si elles avaient été jetées là et oubliées par le temps, ainsi que de vieux tissus. Et des meubles recouverts de draps décolorés formaient des silhouettes fantomatiques dans la lumière tamisée qui pénétrait par la petite fenêtre sale à travers le verre crasseux. Valérie pouvait voir le ciel se teinter d'orange et de violet, un spectacle qui, en d'autres temps, aurait été admiré avec délice. Désormais, cette vision n'apportait que du désespoir. Le coucher du soleil annonçait la fin d'un autre jour, le premier de tant d'autres qu'elle passerait emprisonnée dans cet endroit délaissé, loin du moindre signe de liberté. Son estomac grondait en signe de protestation, mais la faim commençait déjà à se confondre avec l'angoisse grandissante en elle. Son petit corps tremblait, non seulement à cause du froid qui s'insinuait par les fissures des murs, mais aussi de la peur étouffante de l'incertitude. À l'extérieur, le monde suivait son cours, indifférent à sa souffrance, comme si sa douleur n'avait aucune importance. Les yeux fixés sur les derniers rayons du jour, elle se força à avaler un sanglot, tentant de maîtriser la révolte qui commençait à grandir en elle.
Elle devait être forte, elle devait résister, et surtout, trouver un moyen de s'en sortir. Les jours dans le grenier s'étiraient comme une éternité sombre, chaque instant étant marqué par le supplice de la faim et le froid qui pénétrait à travers les fissures des vieux murs. Valérie, désormais plus maigre et plus pâle, avait perdu toute notion du temps dans sa captivité forcée. Les repas, lorsqu'ils arrivaient, étaient rares et irréguliers. Un morceau de pain rassis ici, une soupe froide là, servie négligemment par le nouveau gouverneur qui évitait même de lui regarder dans les yeux. L'estomac de la fillette grondait sans cesse, rappel douloureux de sa situation désespérée. Pendant les nuits les plus froides, elle se recroquevillait dans une mince couverture en lambeaux, grelottant en essayant de se réchauffer, rêvant des jours où son père la serrait dans ses bras pour la protéger de tout mal. La solitude était peut-être la pire partie de son supplice. Les murs poussiéreux du grenier étaient ses seuls compagnons, témoins silencieux de ses larmes et de ses chuchotements désespérés. Parfois, elle entendait des voix venant d'en bas, des rires, des conversations, la vie normale qui se déroulait pendant qu'elle se fanait dans sa prison privée. Durant ces instants, Valérie pressait son oreille contre le plancher en bois, désespérée de trouver ne serait-ce qu'un lien avec le monde extérieur, un signe d'espoir, dans les voix lointaines qu'elle parvenait à peine à distinguer à travers les vieilles planches de son bureau en bas. Catherine menait ses réunions avec une efficacité calculée qui aurait impressionné même le plus astucieux des hommes d'affaires. Au milieu de verres de vin coûteux et de sourires artificiels, elle négociait l'avenir de Valérie comme si elle vendait une marchandise indésirable. Le processus d'adoption doit être discret et rapide, ordonna-t-elle à un avocat à l'allure louche. Je veux des documents impeccables, une famille à l'étranger, de préférence dans un pays où personne ne pourra tracer la fillette. Le prix n'est pas un problème tant qu'elle disparaît définitivement de ma vie. Le plan de Catherine se déployait tel une toile complexe de mensonges et de manipulations. Chaque document falsifié, chaque témoin soudoyé, chaque autorité corrompue était un fil de plus dans son intrigant dessein. L'histoire qu'elle avait créée était parfaite, une enfant perturbée, traumatisée par la mort de son père, ayant besoin d'un nouveau départ auprès d'une famille aimante à l'étranger, qui oserait remettre en cause les motivations d'une belle-mère apparemment dévouée, qui ne voulait que le meilleur pour sa belle-fille orpheline. Par une nuit particulièrement silencieuse, alors que le manoir semblait dormir sous un voile d'obscurité absolue, Valérie fut réveillée par le son familier des talons de Catherine résonnant dans le couloir depuis le grenier. La voix de sa belle-mère, habituellement contenue et mélodieuse, portait une nuance de triomphe à peine contenue lorsqu'elle parlait au téléphone. Enfin, tout est réglé. Le testament d'Alexander est maintenant à mon nom. Personne ne saura jamais ce que j'ai fait. La fortune est toute à moi désormais et bientôt, je me débarrasserai du dernier obstacle. La gamine disparaîtra sans laisser de traces, comme si elle n'avait jamais existé. Ces mots transperçaient le cœur de Valérie tels des poignards de glace, tranchants et mortels, effaçant chaque parcelle d'espoir qui subsistait en elle. Sa poitrine se souleva et s'affaissa rapidement, sa respiration se brisant en sanglots silencieux alors que le poids de cette terrible révélation s'abattait sur ses frêles épaules. Blottie dans son recoin habituel, les genoux ramenés contre sa poitrine, elle tentait de contenir les tremblements qui la secouaient, mais son corps semblait avoir sa propre volonté. Le froid du grenier transperçait sa peau fine, intensifiant le sentiment d'abandon qui avait pris racine en elle. Son regard errait à travers l'environnement sombre et poussiéreux, se posant sur les boîtes empilées, les meubles anciens recouverts de draps jaunis, les ombres dansant sur les murs alors que la faible lumière d'extérieur s'estompait. C'était une scène qui, jadis, ne représentait que l'isolement, mais qui symbolisait désormais quelque chose de bien pire, l'effacement total de son existence. Elle comprit enfin l'ampleur du plan diabolique de Catherine. Il ne s'agissait pas seulement de la garder prisonnière ou éloignée, mais de l'éradiquer complètement. Valérie n'était pas vue comme une enfant, un être humain avec des rêves et des sentiments. Pour Catherine, elle n'était qu'une tâche gênante, quelque chose qui devait être effacé de la tapisserie parfaite qu'elle avait tissée pour sa nouvelle vie. Son estomac se noua dans une douleur angoissante, un nœud serré de désespoir et de peur. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi cruel? Comment quelqu'un, censé représenter la protection et le soin, pouvait-il désirer son anéantissement avec une froideur telle? La certitude que personne ne viendrait la sauver s'inscrivit en elle, et une nouvelle émotion naquit, brûlant au milieu de la terreur, la défiance. Elle ne se laisserait pas effacer, pas sans se battre. Cette même nuit, incapable de dormir après avoir surpris la conversation troublante de Catherine, Valérie erra dans le grenier tel un petit fantôme agité. Ses doigts délicats glissèrent le long des murs anciens, sentant chaque imperfection, chaque fissure que le temps avait laissée en cicatrice sur le bois usé. La lumière argentée de la lune, s'infiltrant par la petite fenêtre poussiéreuse,
projetaient des ombres dansantes qui semblaient raconter en silence des histoires d'autrefois, d'autres secrets gardés dans cet espace oublié. C'est lors de cette exploration nocturne que ses doigts trouvèrent quelque chose de différent, une irrégularité subtile dans le papier peint écaillé, une protubérance qui n'aurait pas dû être là. Le cœur battant la chamade et les mains tremblantes, elle se mit à examiner de plus près cette zone. Le papier peint, déjà jauni et détérioré par le temps, se décollait facilement sous ses doigts impatients, dévoilant progressivement une petite cavité soigneusement dissimulée dans ce refuge de fortune. Ses doigts touchèrent quelque chose de solide, une boîte en métal, pas plus grande qu'un livre, recouverte d'une fine couche de poussière attestant de sa longue période d'abandon. Cet objet, bien que petit, semblait porter le poids de 1000 secrets en lui. Avec précaution, afin de ne pas faire de bruit, Valérie retira la boîte de sa cachette, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on puisse l'entendre à travers les planches du plancher. Le clair de lune illuminait la surface métallique, révélant des traces d'oxydation et un petit loquet qui, miraculeusement, n'était pas verrouillé. Ses mains tremblaient encore plus, non seulement à cause du froid qui s'intensifiait aux premières heures du matin, mais aussi de l'anticipation de ce qu'elle pourrait découvrir à l'intérieur de ce mystérieux conteneur. Lorsqu'elle trouva enfin le courage d'ouvrir la boîte, le doux grincement de la charnière rouillée résonna comme un coup de tonnerre à ses oreilles, rendu hypersensible par le silence. La première chose que ses yeux captèrent, illuminée par un faisceau de lune qui semblait avoir choisi ce moment précis pour s'intensifier, fut un objet qui fit battre son cœur un instant d'arrêt, un vieux magnétophone, du genre que son père utilisait pour enregistrer ses idées lorsqu'il lançait ses entreprises. À côté, une seule cassette avec une étiquette manuscrite qui fit instantanément se figer ses mains. L'écriture était inimitable, c'était celle de son père. Les mains tremblantes, Valérie serra le vieux magnétophone comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. La lumière argentée, filtrant à travers la fenêtre du grenier, éclairait l'objet, révélant chaque égratignure, chaque marque du temps sur sa surface métallique. Ses doigts en effleurèrent les contours, reconnaissant délicatement chaque bouton, chaque détail de ce modèle que son père avait autrefois dans son bureau. L'odeur caractéristique du vieux métal et de la bande magnétique évoqua une vague de souvenirs, le souvenir d'après-midi entiers à regarder Alexander enregistrer ses idées, ses plans, ses espoirs pour l'avenir qui avaient été brutalement interrompus. La cassette à l'intérieur du magnétophone était positionnée au tout début, comme si elle avait attendu, pendant tous ces mois, d'être découverte. Valérie prit une profonde inspiration, tentant de calmer les tremblements de ses mains, alors que son doigt se posait sur le bouton de lecture. Le silence du grenier était si absolu qu'elle pouvait entendre le battement rapide de son propre cœur. D'un geste décisif, elle appuya sur le bouton, et le bruit mécanique caractéristique de l'appareil, rompant le calme de la nuit, fit bondir son cœur l'espace d'un instant. Il n'y eut alors plus que le doux bruit de la cassette en rotation, et puis, tel un fantôme matérialisé dans le son, la voix de son père remplit l'espace. Enregistrement numéro 1, 15 octobre. La voix d'Alexander portait une tension que Valérie n'avait jamais perçue auparavant. Si quelqu'un écoute cet enregistrement, surtout toi, ma fille, cela signifie que mes soupçons étaient fondés. Quelque chose de très grave se passe dans notre maison et je crains de ne pas avoir assez de temps pour l'arrêter. Un lourd silence suivit ces mots, pendant lequel Valérie pouvait entendre la respiration irrégulière de son père. Les mots suivants, prononcés par le magnétophone, firent glacer le sang de Valérie. Catherine n'est pas celle qu'elle paraît être. Ces derniers mois, j'ai remarqué des changements subtils dans ma santé chaque fois qu'elle insiste pour me servir personnellement. D'abord, j'ai pensé que ce n'était que le stress, la fatigue, mais les symptômes sont trop spécifiques, trop constants. Après avoir découvert des documents suspects dans son tiroir et l'avoir entendu passer des coups de téléphone étranges tard dans la nuit, j'ai enfin rassemblé les pièces du puzzle. Elle me poison lentement. La voix d'Alexander tremblait légèrement à ce moment, révélant le poids de cette terrible découverte. Le récit se poursuivit, chaque mot confirmant les pires craintes de Valérie et dévoilant un complot encore plus sinistre que ce qu'elle avait imaginé. J'ai trouvé des recherches sur des poisons indétectables sur son ordinateur, des virements bancaires suspects, et, plus alarmant encore, un projet de document modifiant mon testament. J'ai tenté de rassembler des preuves concrètes, mais elle est méticuleuse, ne laissant aucune trace. Un tout sèche interrompit son discours, suivi d'un moment de silence angoissé. Valérie, ma chérie, si tu écoutes ceci, tu dois être forte. Je sais que tu n'es qu'une enfant, mais tu as toujours été plus intelligente et plus courageuse que quiconque ne l'imagine. Des larmes silencieuses roulèrent sur le visage de Valérie tandis que l'enregistrement se poursuivait. J'ai laissé des copies de documents importants cachés à divers endroits.
un coffre-fort secret derrière le tableau dans le bureau, la combinaison est à date d'anniversaire. Mais, surtout, ne fais pas confiance à Catherine. Elle est dangereuse, bien plus qu'elle ne le paraît. Si quelque chose m'arrive, va voir l'inspecteur Martinez de la police fédérale, c'est le seul en qui j'ai confiance. La voix d'Alexander fut brusquement interrompue par le bruit de porte s'ouvrant, suivi de pas. « Elle arrive » murmura-t-il précipitamment. « Je dois cacher ceci, Valérie. » Sa voix s'éteignit soudain, laissant en suspens une phrase inachevée d'amour, telle une ultime inspiration dans le silence qui suivit la fin de l'enregistrement. Valérie resta immobile, son petit corps semblant encore plus fragile sous le poids insupportable de cette découverte. Ses doigts tremblants s'agrippaient fermement au magnétophone, ses jointures blanchissant sous la prise désespérée, comme si cet objet était le seul ancrage pouvant l'empêcher de s'effondrer complètement. Des larmes coulaient librement sur son visage sale, traçant des sillons chauds et salés sur sa peau glacée. L'air à l'intérieur du grenier semblait s'être alourdi, trop dense pour ses poumons d'enfant. Elle sentit une boule se former dans sa gorge, étouffant tout songe de libération. Tout prenait soudainement sens. Le regard froid et calculateur de Catherine, ses mots toujours trop doux, la manière dont elle manipulait chaque situation à son avantage. La vérité, si brutale et limpide, pesait désormais sur ses petites épaules comme une pierre tombale. Son père n'était pas parti par hasard, il avait été arraché à sa vie, lentement et méthodiquement, par la femme qui contrôlait désormais chaque aspect de son destin. Valérie se mordit la lèvre avec force, comme si la douleur physique pouvait soulager l'agonie grandissante en elle. Ses yeux parcoururent le grenier sombre et étouffant, qui n'était plus seulement une prison mais un tombeau dans lequel Catherine comptait l'enterrer vivante. La femme qui la maintenait enfermée était la même qui souriait faussement aux autres, se faisant passer pour une veuve en deuil, jouant la victime tout en détruisant méthodiquement tout autour d'elle avec une précision calculée digne des pires cauchemars. Son cœur battait non seulement de peur, mais aussi d'une nouvelle émotion, silencieusement grandissante en elle, la colère. Ce n'était plus le désespoir impuissant d'une enfant terrorisée, mais un feu qui commençait à embraser son âme. Elle n'allait pas laisser Catherine gagner. Elle devait agir, s'échapper de cet enfer, et plus que tout, obtenir justice. La découverte de l'enregistrement avait transformé Valérie. La peur et la tristesse qui avaient dominé son regard ces derniers mois laissaient place à une détermination farouche. Discrètement dissimulé, le magnétophone, désormais son bien le plus précieux, restait caché dans un petit espace qu'elle avait créé sous une latte du plancher du grenier. Pendant les longues heures de solitude, son esprit jeune mais perspicace travaillait sans relâche, élaborant des plans d'évasion, imaginant des moyens de faire connaître la vérité au monde extérieur. La preuve laissée par son père était comme une flamme vacillante d'espoir brûlant dans sa poitrine, lui donnant la force d'endurer chaque moment de sa captivité. Lors des rares visites de Catherine au grenier, généralement pour apporter de la nourriture ou vérifier que sa prisonnière restait docile, Valérie avait subtilement changé de comportement. Au lieu de se recroqueviller de peur ou de pleurer comme autrefois, elle affichait désormais un calme étudié, presque artificiel. Ses yeux, autrefois toujours baissés et embués de larmes, se levaient parfois pour observer chaque geste de sa geôlière, mémorisant des détails jusque-là passés inaperçus. Le faisceau de clés qu'elle portait, le chemin qu'elle empruntait jusqu'à la porte, les horaires de ses visites. Chaque information était un indice pour sa future libération. Cependant, le changement de comportement de la fillette ne passa pas inaperçu aux yeux de Catherine. La femme, habituée à contrôler chaque aspect de son élaboré plan, commença à remarquer de petits signes qui faisaient sonner l'alarme dans son esprit calculateur. Lors d'une de ses visites, en déposant une assiette de nourriture sur le sol du grenier, ses yeux perçants remarquèrent quelque chose de différent dans le regard de Valérie, une lueur de défi, rapidement dissimulée, mais indéniablement présente. « Tu es étrangement silencieuse aujourd'hui », commenta Catherine d'une voix hautaine, dissimulant à peine le soupçon qui grandissait. « As-tu enfin accepté ta situation ou complotes-tu quelque chose ?» La tension entre elles grandissait à chaque rencontre, telle une corde tendue à l'extrême. Valérie savait qu'elle devait agir bientôt. Chaque jour qui passait la rapprochait un peu plus de son terrible destin à l'extérieur, là où Catherine prévoyait de l'envoyer, mais l'enregistrement en sa possession était comme une arme chargée. Il devait être utilisé au moment précis, avec une précision chirurgicale. Une fausse manœuvre et sa seule chance d'obtenir justice serait perdue à jamais. La nuit, elle pressait son oreille contre le plancher du grenier, tentant d'attraper ne serait-ce qu'une information utile dans les conversations téléphoniques de Catherine, le moindre détail qu'elle pourrait exploiter à son avantage. Pourtant, le soupçon de Catherine se manifestait de plus en plus par des attitudes agressives. Les repas, déjà rares,
devenaient encore plus irréguliers, et les visites au grenier survenaient à des horaires aléatoires, comme si Catherine cherchait à surprendre Valérie en flagrant délit de comportement suspect. Lors d'une de ces occasions, Catherine fouillait le petit espace d'un œil de faucon, renversant le lit de fortune et inspectant chaque recoin visible. « Tu sais, ma chère, dit-elle d'une voix chargée de venin, les enfants qui gardent des secrets finissent toujours par avoir de sérieux ennuis. Ce serait dommage que ton sort doive être accéléré. » La menace voilée planait dans l'air comme un nuage toxique, dense et étouffant, faisant battre le cœur de Valérie de manière irrégulière. C'était comme si l'environnement lui-même avait absorbé la malveillance de Catherine, imprégnant chaque recoin du grenier d'une tension invisible mais palpable. Le froid montait du vieux plancher en bois, s'insinuant dans sa peau mince, mais le frisson qui parcourait sa colonne vertébrale ne venait pas de la température, il venait de la peur. Elle savait que son temps était compté. Catherine, tel un prédateur expérimenté, reniflait le moindre changement dans l'air, sentant que sa proie détenait un atout caché. Chaque regard perçant que la belle-mère lui lançait, chaque geste méthodiquement contrôlé, étaient autant de signaux d'alarme qui faisaient tourner l'esprit de Valérie en quête d'une échappatoire. Elle devait trouver un moyen de quitter ce grenier, de remettre l'enregistrement à quelqu'un qui pourrait l'aider, et ce, avant que Catherine ne prenne des mesures plus drastiques. Les pensées se bousculaient dans son esprit comme des engrenages sous pression. Comment partir sans être vue, comment déjouer quelqu'un d'aussi astucieux? L'idée d'échouer était inenvisageable, le prix de l'erreur étant trop élevé. Ses mains s'agrippaient fermement au petit magnétophone contre sa poitrine, sentant le poids symbolique de cet objet porteur de vérité. C'était sa seule arme contre la femme qui cherchait à effacer son existence. Les mots de son père résonnaient dans son esprit telle une devise, lui insufflant le courage dont elle avait besoin. « Tu as toujours été plus intelligente et plus courageuse que quiconque ne l'imagine. » Maintenant plus que jamais, elle devait lui prouver qu'il avait raison, et pour cela, elle devait agir. Le crépuscule étirait des ombres allongées sur les fenêtres du manoir, transformant le couloir en un tunnel de morosité et de mystère. Au rez-de-chaussée, le bruit des talons de Catherine résonnait sur le marbre, chaque pas calculé et résolu se répercutant sur les murs comme le présage d'un danger imminent. Sa silhouette élégante se mouvait avec la grâce prédatrice d'une panthère, tandis que ses doigts caressaient distraitement une clé ancienne qu'elle venait de retirer d'un tiroir secret de son bureau. La lumière mourante de l'après-midi se reflétait sur le métal, créant de petites lueurs dorées qui dansaient sur les murs telles des étincelles malignes. Sur son visage, jadis marqué par un sourire soigneusement doux, s'affichait désormais une expression qu'elle n'avait jamais permis aux autres de voir, un masque de pure cruauté qui déformait ses traits délicats en quelque chose d'accent grave peine reconnaissable. Ses yeux, habituellement calculateurs mais maîtrisés, brûlaient d'une fureur glaciale capable de figer l'air autour d'elle. Entre ses doigts bien manucurés, la clé semblait pulser d'une énergie sinistre, comme consciente du rôle crucial qu'elle allait jouer dans le déroulement des événements. En montant les escaliers menant au grenier, Catherine marmonnait des mots inaudibles pour elle-même, son visage se tordant par moments en expression de pure haine. La découverte qu'elle avait faite quelques instants plus tôt dans son bureau, des traces de poussière sur des documents qui auraient dû rester intacts, de subtiles empreintes digitales à des endroits inaccessibles, avait suffi à confirmer ses soupçons que la petite prisonnière du grenier détenait un secret, une preuve capable de détruire tout ce qu'elle avait minutieusement bâti. Et maintenant, tenant cette clé précise entre ses mains, elle était déterminée à découvrir exactement de quoi il s'agissait. Le bruit de ses pas s'atténua jusqu'à devenir un silence funèbre lorsqu'elle atteignit le couloir menant au grenier. L'obscurité était presque totale, rompue seulement par quelques lueurs éparses filtrant à travers les stores fermés, créant des motifs inquiétants sur le papier peint délavé. Catherine s'arrêta un instant, sa silhouette se découpant contre la pénombre tel un spectre malveillant, tandis qu'un sourire troublant se dessinait sur ses lèvres impeccablement maquillées. Avec un mouvement délibérément lent, elle porta la clé à hauteur des yeux pour l'examiner une dernière fois avant de faire le pas vers son destin inévitable. La porte du grenier s'ouvrit dans un grincement menaçant, révélant Catherine dans toute sa fureur contenue. Ses yeux scrutèrent l'environnement tel des phares dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'il se pose sur le morceau de papier peint décollé qui trahissait l'emplacement de la cachette découverte. D'un pas délibérément lent, elle s'avança vers le mur, ses longs doigts élégants arrachant le reste du papier vieilli pour dévoiler la cavité vide derrière. Son expression se mua en un masque de haine à la vue de la boîte en métal dissimulée, et le bruit du loquet s'ouvrant résonna dans le grenier tel un verdict de mort. Le magnétophone à l'intérieur de la boîte fit glacer le sang de Catherine, ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'elle relisait l'enregistrement, et la voix d'Alexander emplissait l'espace, révélant tous ses soupçons, tous les crimes méticuleusement planifiés.
La fureur sur son visage grandissait à chaque mot de l'enregistrement, transformant ses traits délicats en quelque chose de monstrueux. Dans un cri de rage, elle lança le magnétophone contre le mur, mais le mal était fait, la cassette avait révélé sa véritable nature. C'est alors qu'elle remarqua que Valérie n'était pas à sa place habituelle. La fillette, anticipant la découverte de Catherine, s'était cachée derrière un tas de meubles anciens, et dès que sa belle-mère fut distraite par son accès de colère, elle saisit l'occasion, avec l'agilité qu'une enfant désespérée pouvait avoir. Valérie se faufila hors du grenier et commença à descendre les escaliers, ses pieds nus effleurant à peine les marches tandis qu'elle courait pour sauver sa vie. Le cri de Catherine, lorsqu'elle réalisa l'évasion, résonna dans le manoir tel le rugissement d'une bête enragée. Ses talons martelaient violemment les marches tandis qu'elle poursuivait la fillette, renversant tout sur son passage. Valérie parvint à atteindre le rez-de-chaussée et se précipita vers le jardin, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. La nuit était noire, mais la pleine lune fournissait suffisamment de lumière pour qu'elle voie où elle courait. Le jardin, autrefois refuge empli de souvenirs heureux aux côtés de son père, s'était transformé en un labyrinthe étouffant. Les arbres qui offraient jadis une ombre accueillante semblaient désormais être des murs sombres se refermant sur elle. Le parfum doux des fleurs se mêlait à l'arôme humide de la terre fraîchement arrosée, mais Valérie n'eut pas le temps de remarquer ces détails. Son cœur battait dans sa poitrine, ses poumons brûlaient à force de courir, et ses pieds nus s'enfonçaient dans l'herbe douce à chaque foulée précipitée. Elle se faufila entre les rosiers que Anthony, le vieux jardinier, soignait avec tant d'attention. Les branches épineuses s'accrochaient au tissu fin de sa robe, lui laissant de petites éraflures aux jambes, mais la douleur était secondaire. Son unique souci était de trouver un chemin vers la rue, un point d'évasion avant qu'il ne soit trop tard. Le vent froid de la nuit frappait son visage, mêlé aux larmes silencieuses qui coulaient sur sa peau. Chaque pas résonnait trop fort, comme si le jardin lui-même dénonçait sa présence. Son regard anxieux cherchait une issue, mais avant qu'elle ne puisse réagir, une ombre se déplaça devant elle, émergeant de l'obscurité tel un prédateur tapi. Catherine apparut soudainement devant elle, bloquant sa route de fuite avec une précision calculée. Sa robe noire flottait au vent et ses yeux brillaient d'une fureur dangereuse. Son sourire était cruel, ses lèvres se courbaient en un rictus satisfait. « Petite fouine », siffla-t-elle d'une voix chargée de venin, ne laissant aucun doute, il n'y avait plus de place pour les mensonges, seulement pour son vrai visage. Elle s'avança, les mains tendues telles des griffes, ses doigts rigides, prêts à la gripper. « As-tu vraiment cru pouvoir me vaincre ?» Valérie sentit le froid de la terreur envahir son corps, mais elle ne pouvait renoncer maintenant, elle devait être plus rapide, plus maligne, plus courageuse. De retour dans le manoir, Catherine traîna Valérie à l'étude qui avait appartenu autrefois à Alexander. La faible lumière de la lampe projetait des ombres déformées sur les murs, transformant l'atmosphère jadis chaleureuse en une scène cauchemardesque. D'un geste brusque, elle força la fillette à s'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir, ses longs doigts menaçants enfoncés dans le bras délicat de l'enfant. « Où est la cassette, petite peste ?» siffla-t-elle, le visage se tordant en un masque de fureur contenue. « Si tu me la remets maintenant, je te promets que ta disparition sera rapide et sans douleur. » Malgré la peur qui faisait presque bondir son cœur, Valérie garda les yeux fixés sur sa belle-mère. Dans son esprit, elle rejouait les paroles de son père, cherchant dans ce souvenir la force nécessaire. Rassemblant un courage qui la surprit elle-même, elle répondit « La cassette est cachée là où tu ne la trouveras jamais, et si quelque chose m'arrive, plusieurs personnes la recevront. » C'était un mensonge, bien sûr. La cassette originale était toujours dans le grenier, tombée quelque part après que Catherine l'eut jetée. Mais le doute qui traversa le regard de sa belle-mère suffisit à créer une distraction. Saisissant l'instant d'hésitation de Catherine, Valérie utilisa une technique que son père lui avait apprise lors de ses cours d'autodéfense, qu'il avait insisté pour qu'elle apprenne, au cas où. D'un geste vif, elle écrasa le pied de Catherine, déstabilisant momentanément la femme en talons hauts. Le cri de douleur et de surprise de la belle-mère résonna dans le manoir, et c'est alors que Valérie se dégagea de son emprise pour courir vers la porte d'entrée. L'air glacé de la nuit lui asséna une gifle au visage. Lorsqu'elle atteignit enfin la rue, ses poumons brûlant à force de courir, elle s'écria de toutes ses forces, « À l'aide !» Sa voix résonna dans les rues désertes de ce quartier huppé. « Ils ont tué mon père. À l'aide !» Les lumières commencèrent à s'allumer dans les maisons voisines et le son des sirènes approchant perça le silence de la nuit. Pendant un bref instant, Valérie ressentit une vague de soulagement, pensant que quelqu'un finirait par l'écouter. Mais son espoir fut brutalement anéanti lorsqu'une première voiture de patrouille s'arrêta devant le manoir. Catherine,
qui avait suivi Valérie jusque dans la rue, avait déjà endossé son masque de préoccupation maternelle, des larmes factices ruisselant sur un visage parfaitement maquillé. Elle s'adressa à l'agent de police. « Mon Dieu, merci d'être arrivé. Ma belle-fille ne va pas bien depuis la mort de son père. Les médecins disent qu'elle souffre de délire psychotique. J'étais au téléphone avec la clinique quand elle s'est enfuie. » Sa performance était impeccable, chaque mot soigneusement choisi pour dépeindre Valérie comme une enfant perturbée. Les policiers, dans leurs uniformes impeccables et leur posture rigide, représentaient le dernier espoir de Valérie, mais dès que leurs regards croisèrent ceux de Catherine, un frisson glacial parcourut son échine. La complicité silencieuse entre eux était subtile mais indéniable, de petits gestes, un hochement de tête presque imperceptible, un sourcil levé en accord, trahissaient que ce n'était pas un sauvetage, mais une capture. Ils s'avancèrent lentement, leur visage ciselé en un masque de fausse sollicitude. Valérie sentit son estomac se nouer. L'uniforme, le badge, la fermeté des voix, tout aurait dû inspirer la sécurité, mais à cet instant, cela ne faisait qu'engendrer une terreur paralysante. « Allons, ma chérie », dit l'un d'eux, se penchant légèrement pour se mettre à sa hauteur, sa voix forcée de douceur comme celle d'un adulte tentant de rassurer un enfant qui ne comprenait pas la gravité de la situation. « Ta belle-mère est très inquiète pour toi. Rentrons à la maison et réglons cela. » Valérie recula instinctivement, ses petits pieds s'enfonçant légèrement dans la terre tassée, le cœur battant la chamade, tandis que ses mains s'agrippaient encore plus fort au magnétophone, comme si cet objet était sa seule salvation. « Non, vous ne comprenez pas, » étouffa-t-elle, la voix étranglée par la peur et l'urgence. « Elle a empoisonné mon père. J'ai la preuve. Elle veut m'envoyer loin pour que personne ne sache jamais la vérité. » Les policiers échangèrent un dernier regard avant que l'un d'eux ne pousse un soupir théâtral, comme s'il s'agissait d'une fillette effrayée et délirante. « Nous comprenons, ma chérie, mais ce n'est pas quelque chose que l'on règle de cette façon. Tu as besoin de te reposer, de parler à ta famille. » Chaque mot était chargé d'une fausse patience, d'une compréhension feinte qui brûlait la peau de Valérie comme du feu. Ses yeux brillaient de larmes mêlées de colère et de désespoir. Catherine avait tout planifié. Il ne suffisait pas de lui voler sa famille, sa maison, son enfance, elle avait même soudoyé la police avec l'argent sale qu'elle avait extorqué à Alexander. Valérie n'avait aucun allié, elle était seule. Si elle n'agissait pas, elle verrait disparaître à jamais toute chance de justice. La porte du manoir se referma avec un bruit sourd derrière les policiers qui s'éloignaient, laissant Valérie seule avec sa belle-mère dans le hall d'entrée. Le silence qui s'ensuivit était lourd, étouffant, rompu seulement par le bruit des talons de Catherine résonnant sur le sol en marbre, tandis qu'elle tournait lentement autour de la fillette, tel un prédateur évaluant sa proie. Le visage que Catherine avait jusque-là dissimulé sous le masque de l'affection maternelle pour les policiers se transforma en une expression de triomphe cruel, tordant ses traits en quelque chose d'accent grave peine humain, dans la lumière tamisée du lustre. D'un geste mesuré, Catherine retira son téléphone portable de son sac à main, ses doigts glissant avec agilité sur l'écran, tandis qu'un sourire troublant se dessinait sur ses lèvres parfaitement maquillées. « Tu sais, ma chérie, » commença-t-elle d'une voix chargée de venin, « j'avais vraiment l'intention d'attendre encore quelques semaines pour donner à ton départ un air plus naturel, mais après ta petite performance devant le quartier, je crains de voir accélérer nos plans. » Le regard de Catherine croisa celui de Valérie et l'éclat de pure malveillance qui en émanait fit frissonner la fillette contre son gré. En parlant au téléphone sur un ton bas et conspirateur, Catherine ne détacha pas ses yeux de sa belle-fille, qui restait paralysée au milieu du couloir. « Oui, j'en ai besoin aujourd'hui. Non, je ne peux pas attendre jusqu'à demain, la marchandise est instable. Tu comprends, elle doit être transportée immédiatement. » Une pause, suivie d'un sourire sinistre. « Le prix ? Peu importe, assure-toi juste qu'elle disparaisse pour de bon. » Raccrochant, elle se tourna vers Valérie avec une expression mêlant satisfaction et cruauté. « Dans quelques heures, ma chère, tu ne seras plus qu'un enfant porté disparu, une triste statistique, et cette fois, même ton cher père ne pourra laisser de traces pour te sauver. » D'un geste rapide et brutal, Catherine saisit le bras de Valérie, ses doigts serrant si fort qu'ils laissèrent des marques sur la peau délicate de la fille. Sans hésiter, elle commença à la traîner dans les couloirs, en direction d'une porte cachée que Valérie n'avait jamais remarquée auparavant. L'air autour semblait s'alourdir et un frisson parcourut son échine lorsqu'elle se rendit compte qu'on la menait vers un lieu inconnu, au sein de sa propre maison. « Considère cela comme une promotion, ma chère. » murmura Catherine d'une voix chargée d'un cruel sarcasme. « De la mansarde au sous-sol, là-bas, c'est bien plus définitif. » Valérie tenta de se dégager, mais l'emprise était implacable.
Le grincement de la vieille porte s'ouvrit sur un escalier étroit et sombre, une odeur d'humidité et de moisissure s'échappant des profondeurs. Le bruit des talons de Catherine résonnait sur les marches comme un sinistre présage, chaque pas rapprochant Valérie d'un destin inconnu et terrifiant. 1 heure avant le départ, Valérie supplia le gouverneur. « S'il vous plaît, j'ai besoin de faire pipi avant de voyager. » La femme, agacée par la demande mais craignant un accident dans la voiture, accepta de la ramener au manoir. « Sois rapide » ordonna-t-elle sèchement en l'entraînant à l'intérieur. Mais au lieu d'aller aux toilettes du rez-de-chaussée, Valérie monta précipitamment à l'étage. « Les toilettes du rez-de-chaussée sont bouchées !» cria-t-elle, sachant que le gouverneur de Laz ne monterait pas pour vérifier. Le cœur battant, elle se glissa jusqu'à la porte de la mansarde, ses mains tremblant en fouillant parmi les débris de la boîte que Catalina avait jetée contre le mur. Là, partiellement dissimulée sous un meuble ancien, se trouvait la cassette miraculeusement intacte. D'une habileté vive, Valérie la glissa dans une vieille enveloppe toute proche et la rangea dans sa chaussette, ajustant son pantalon pour dissimuler la bosse. « J'arrive » annonça-t-elle en descendant les escaliers comme si de rien n'était. Le gouverneur se contenta de grogner en réponse et la précipita vers la voiture quelques minutes plus tard. Alors que le véhicule quittait le manoir, Valérie pouvait sentir le poids de la cassette contre sa jambe. La seule preuve capable d'exposer les crimes de sa belle-mère était en sécurité avec elle. Quelques minutes plus tard, la voiture noire glissait silencieusement sur l'autoroute, ses vitres teintées dissimulant le drame qui se jouait à l'intérieur. Valérie était assise à l'arrière, étroitement surveillée par le gouverneur que Catherine avait désigné comme son tuteur durant le voyage. La destination supposée était un internat, mais la fille savait que ce périple se terminerait d'une manière bien plus sinistre. Le cœur battant, elle tentait de contrôler la panique qui menaçait de la submerger, les yeux fixés sur le paysage défilant rapidement par la fenêtre, cherchant désespérément le moindre signe d'espoir. C'est alors que quelque chose attira son attention. Un immense panneau lumineux sur le bord de la route, arborant le visage souriant de Lauren Spencer, la présentatrice télé la plus célèbre du pays, semblant la regarder droit dans les yeux, faisant la publicité de son émission en direct diffusée chaque après-midi. Les yeux de Valérie s'écarquillèrent lorsqu'elle remarqua l'adresse du studio estampillée en lettres vives dans un coin de l'annonce. Une étincelle d'espoir s'embrasa en elle, tandis que son esprit agile commençait à formuler un plan. Lauren Spencer était connue pour défendre des causes impossibles, pour donner la parole à ceux qui n'en avaient pas, et surtout, son émission était diffusée en direct à des millions de téléspectateurs. L'idée la frappa comme la foudre. Si elle parvenait à atteindre ce studio, si elle pouvait raconter son histoire devant les caméras, tout l'argent de Catherine ne pourrait pas la réduire au silence. Forte de cette réalisation, Valérie commença à exécuter son plan. Lentement, elle se mit à se tortiller sur son siège, laissant s'échapper de petits gémissements. Le gouverneur, qui jusque-là avait gardé les yeux rivés sur son téléphone, lui lança un regard soupçonneux. « Qu'est-ce qu'il y a encore, ma fille ?» demanda-t-il, avec une irritation à peine dissimulée. « Je ne me sens pas bien » murmura Valérie d'une voix tremblante et faible en pressant sa main contre son ventre. « Je crois que je vais vomir » se pencha-t-elle en laissant sa respiration devenir plus erratique. Le gouverneur recula instinctivement, la peur d'être aspergé par un éventuel flot de vomi prenant le pas sur son obligation de surveiller la conductrice prisonnière. « Appelle le chauffeur d'urgence, nous devons nous arrêter quelque part, la fille est en train de tomber malade. » Le relais-service apparut comme une bénédiction à quelques kilomètres, ses lumières fluorescentes perçant le crépuscule du début de soirée. Le chauffeur s'arrêta près des toilettes et le gouverneur, tout en gardant une distance de sécurité, conduisit Valérie jusqu'à la porte de l'établissement. 5 minutes, prévint-elle, pointant son index vers le visage de la fille, et ne tente aucune astuce, sinon tu seras tout de suite dehors. Valérie se contenta d'acquiescer d'une main toujours posée sur son ventre, titubant en entrant dans les toilettes. Une fois à l'intérieur des sanitaires de la station-service, Valérie laissa apparaître un petit sourire de détermination, sa respiration encore accélérée et son cœur battant si fort qu'il semblait résonner dans ce petit espace carrelé. L'odeur du désinfectant se mêlait au parfum léger de l'essence qui s'infiltrait de l'extérieur, mais elle n'en avait cure, ne serait-ce qu'un instant. Elle s'appuya contre la porte, tentant de reprendre son souffle, tandis que son esprit travaillait dans un tourbillon frénétique. Ses yeux parcoururent l'environnement froid et exigu, le miroir au-dessus du lavabo étant taché et la lumière fluorescente clignotant de temps en temps, projetant des ombres irrégulières sur les murs. Le silence n'était troublé que par le lointain bruit des moteurs et les voix étouffées de l'extérieur. Valérie s'approcha de la petite lucarne, se mettant sur la pointe des pieds pour mieux voir.
Le verre était légèrement embué, mais la vue sur la cour de la station se dévoilait nettement. Des camions allaient et venaient, certains en ravitaillement, d'autres stationnés à des points stratégiques, tandis que des véhicules circulaient sur le site. Son regard se déplaçait rapidement d'un véhicule à l'autre, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait être son opportunité d'évasion. C'est alors que son cœur se mit à battre la chamade. Un grand camion de livraison imposant était stationné près de la supérette, mais ce n'était pas un camion ordinaire. Sur le conteneur latéral, le logo d'une chaîne de télévision scintillait sous la lumière des réverbères. Le destin était enfin venu à sa rencontre. Valérie sentit un nœud se former dans sa gorge, consciente que ceci pourrait être sa seule chance de faire éclater la vérité au grand jour, mais elle ne pouvait se permettre la moindre erreur. Le moindre faux pas, et Catherine la retrouverait avant même qu'elle ne puisse s'échapper. Il ne lui restait plus qu'à trouver le courage et la capacité d'exécuter la prochaine étape de son plan désespéré sans émettre le moindre son. En sortant des toilettes, Valérie maintint son acte de malaise, titubant légèrement en s'approchant de la voiture. La nounou, toujours à distance par crainte d'un éventuel vomissement, tenait négligemment les clés du véhicule dans sa main droite avec une précision qui surprendrait même son père. Valérie mit son plan à exécution. Elle trébucha volontairement, tombant contre la nounou qui, dans un réflexe instinctif, tenta de la rattraper et laissa échapper les clés dans un mouvement rapide. La fille saisit le porte-clés au sol, avant que la femme ne puisse réagir, la poussa vers la banquette arrière de la voiture. Le son des portes qui se verrouillaient automatiquement résonna comme une musique aux oreilles de Valérie, tandis que la nounou, abasourdie, tentait de comprendre ce qui venait de se passer. D'un dernier regard empreint de triomphe, la fille jeta les clés de toutes ses forces par-dessus le mur de la station-service, en direction d'un terrain vague recouvert d'herbe haute. La réaction de la nounou fut instantanée. Son visage passa de la stupéfaction à la fureur en quelques secondes, et elle se mit à marteler les vitres pare-balles de la voiture, hurlant. « Au secours, aidez-moi !» La fille s'enfuit. Sans perdre une seconde, Valérie se précipita vers la cour des camions, son cœur battant si fort qu'elle eut l'impression qu'il voulait s'arracher de sa poitrine. Ses petits pieds semblaient à peine effleurer le sol alors qu'elle courait, guidée par l'adrénaline et le désespoir. Les cris de la nounou commençaient à attirer l'attention et elle pouvait entendre des voix masculines et de lourds pas s'approcher. Le camion de la chaîne de télévision était là, telle une promesse de salut, ses portes arrière grandes ouvertes. Profitant d'un moment d'inattention des ouvriers, qui chargeaient du matériel, Valérie se glissa à l'arrière du camion, se cachant derrière quelques caisses d'équipement. Son petit corps se comprimait dans l'espace exigu tandis qu'elle tentait de contrôler sa respiration haletante. L'agitation à l'extérieur s'intensifiait, elle entendait la voix élevée de la nounou et le chauffeur expliquer la situation à l'employé de la station-service, le bruit de personnes cherchant, appelant son nom, mais elle resta immobile, priant en silence pour que personne ne pense à vérifier le camion après ce qui sembla une éternité. Mais cela n'avait dû durer que quelques minutes. Valérie entendit les portes arrière du camion se refermer et le moteur démarrer, tandis que les voix des ouvriers, discutant dans la cabine, se faisaient entendre de manière étouffée. « Il faut qu'on retourne au studio bientôt, le spectacle de Lorraine commence dans 2 heures et il nous faut encore installer tout le matériel », disait l'un d'eux. Le soulagement qui inonda sa poitrine à l'écoute de ces mots la fit presque pleurer. Alors que le camion quittait la station-service, l'emmenant vers sa seule chance de salut, Valérie esquissa un léger sourire d'espoir pour la première fois depuis la mort de son père. Le trajet sur la benne du camion fut inconfortable et terrifiant. Le métal froid sous son corps vibrait à chaque nid de poule sur la route, faisant lui faire mal aux articulations à chaque impact, l'odeur de carburant se mêlant à l'air sec et poussiéreux qui envahissait l'espace exigu, laissant sa gorge crier et sa respiration irrégulière. Valérie se recroquevilla contre l'un des angles, appuyant ses mains contre le côté de la benne du camion pour essayer de se stabiliser. Chaque virage était une nouvelle épreuve d'endurance, menaçant de révéler sa présence si elle ne s'accrochait pas fermement. Chaque freinage brusque faisait bondir son cœur contre ses côtes, son esprit anticipant le pire scénario possible, que le chauffeur la remarque, que quelqu'un alerte Catherine, qu'elle soit capturée avant même d'avoir une chance de se battre. Mais Valérie tint bon, s'accrochant à sa détermination comme à un bouclier invisible, une barrière contre la peur qui cherchait à l'étouffer. Le vent froid lui coupait la peau à travers les fissures de la benne, mais elle le sentait à peine, ses pensées entièrement focalisées sur une seule chose, la vérité. Dans son esprit, elle se répétait comme un mantra les mots qu'elle dirait devant les caméras, des mots de dénonciation, de courage, de libération, la vérité qui serait enfin révélée au monde. La cassette de son père avait peut-être été oubliée, mais elle avait toujours sa voix, elle avait son histoire. Plus important encore,
elle possédait le courage que son père disait qu'elle avait toujours. Son corps pouvait être faible, ses yeux lourds de fatigue, mais son âme était en feu. Rien ne la ferait abandonner maintenant. Le camion finit par s'arrêter et Valérie entendit les voix des ouvriers s'éloigner de la cabine. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on puisse l'entendre à travers les caisses d'équipement qui la cachaient. Lorsque le silence s'installa, elle osa se déplacer prudemment, se faufilant hors de sa cachette. La porte arrière de la benne du camion était entr'ouverte, lui permettant d'apercevoir l'agitation frénétique dans le parking du studio de télévision où des ouvriers se précipitaient, transportant du matériel, tandis que d'imposants panneaux lumineux annonçaient que l'émission de Lauren Spencer était en direct. Avec l'agilité d'un chat, Valérie sortit du camion, se fondant dans les ombres projetées par les véhicules garés. Le bâtiment du studio de diffusion se dressait de manière imposante devant elle, ses murs de verre reflétant les lumières de la ville qui commençaient à s'éveiller pour la nuit. À travers les fenêtres du rez-de-chaussée, elle pouvait apercevoir des moniteurs diffusant le programme en direct. Lauren Spencer interviewait quelqu'un sur son célèbre canapé rouge lorsque, pendant que le public réagissait par des applaudissements enthousiastes, l'adrénaline inonda ses veines alors qu'elle observait l'effervescence, cherchant un moyen d'entrer dans le bâtiment sans se faire remarquer. Un groupe d'assistants de production passait en trombe, portant des bouteilles d'eau et des papiers, tellement absorbés par leurs tâches qu'ils ne remarquèrent même pas la petite silhouette dissimulée derrière une colonne. Valérie les suivit discrètement, le cœur presque arrêté lorsqu'ils utilisèrent une carte d'accès pour ouvrir une porte latérale. Ce fut sa chance. D'un geste rapide, elle se glissa à l'intérieur juste avant que la porte ne se referme. Le couloir dans lequel elle se retrouva était bondé de personnes trop occupées par leurs tâches pour remarquer une enfant égarée, et des panneaux lumineux indiquaient la direction du studio principal. Les mots qu'elle entendit en passant devant l'une des portes ouvertes firent glacer son sang. La police vient d'appeler, apparemment il y a une fugitive dans le secteur, peut-être dangereuse, il faut renforcer la sécurité. Un frisson parcourut Valérie, le ton sérieux des gardiens la faisait comprendre qu'ils prenaient la situation au sérieux. Catherine avait déjà activé ses contacts, le temps pressait et si elle n'agissait pas rapidement, sa dernière chance s'envolerait entre ses doigts. Elle prit une profonde inspiration et se mit à longer les murs du couloir, se gardant bien de se faire voir. Le sol moquetté étouffait le bruit de ses pas, mais son cœur battait si fort qu'elle craignait de le trahir à tout moment. Elle passa devant des portes closes, des câbles éparpillés sur le sol, des moniteurs diffusant le direct, chaque seconde perdue représentait un risque encore plus grand. Enfin, elle repéra ce qu'elle cherchait au bout du couloir, une grande porte double étincelait sous les lumières froides du studio, le panneau rouge brillant indiquant clairement « Studio 1 Live ». Valérie déglutit, et à travers le verre, elle aperçut Lauren Spencer, le dos tourné, entourée de caméras positionnées autour des projecteurs aveuglants qui illuminaient la scène, tandis que le public attentif absorbait chaque mot de la diffusion. Sa seule chance de révéler la vérité au monde se trouvait à quelques mètres seulement, mais y parvenir sans être intercepté exigerait plus de courage que jamais. Le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'extraire de sa poitrine, Valérie poussa les lourdes portes du studio. L'éclat intense des projecteurs la fit temporairement aveugler, mais elle n'hésita pas, ses petits pas déterminés résonnaient dans le studio alors qu'elle courait vers la scène, passant devant des gardes médusés qui ne s'attendaient pas à ce qu'une enfant parvienne à franchir la sécurité de l'établissement. Le public réagit immédiatement par des exclamations de surprise et les caméras, suivant l'instinct professionnel de l'opérateur, se tournèrent vers la petite intruse qui se retrouvait désormais au centre de la scène. Lauren Spencer, réputée pour sa maîtrise de soi, interrompit son interview en plein milieu de sa phrase, se tournant vers la fillette haletante apparue de nulle part. « Ça va, ma chérie, tout va bien », dit-elle, sa voix dégageant une sérénité contrastant avec le chaos qui venait d'éclater dans le studio. Les producteurs criaient dans les coulisses, les gardes s'approchaient prudemment, mais les caméras continuaient de tourner. Après tout, c'était indirect. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Valérie lorsqu'elle laissa enfin échapper les mots qu'elle avait gardés en elle depuis si longtemps. « S'il vous plaît, vous devez m'aider, ma belle-mère a pris la vie de mon père et a tout volé. » Sa voix, bien que tremblante, portait une conviction qui plongea le studio entier dans un silence mortel. Le public, qui quelques instants auparavant murmurait de l'incompréhension, retint maintenant son souffle. Lauren Spencer, sentant la gravité de la situation, guida doucement Valérie vers le célèbre canapé rouge du plateau. « Calme-toi, parlons calmement », dit-elle en tenant les mains tremblantes de la fillette. « Tu es en sécurité ici, personne ne te fera de mal. » Mais Valérie ne parvenait pas à se calmer, pas quand elle avait enfin une chance de dévoiler la vérité. Les doigts tremblants,
Elle fouilla dans sa chaussette et en retira la cassette qu'elle avait gardée précieusement. « J'ai la preuve. Mon père a tout enregistré avant de mourir. Elle l'a empoisonné, falsifié des documents, volé notre fortune et maintenant, elle veut m'envoyer loin pour que personne ne découvre la vérité. » Les mots s'échappèrent en torrents désespérés alors qu'elle tendait une enveloppe contenant la cassette vers l'animatrice. La production, consciente de l'ampleur du moment, fournit rapidement le matériel nécessaire pour lire l'enregistrement. Lauren Spencer, conservant son calme professionnel même face à de telles révélations choquantes, tenta d'apaiser à la fois le public et les producteurs, criant dans son oreillette. « Mesdames et messieurs, nous faisons face à une situation extraordinaire. Cette jeune femme courageuse est venue nous avec de très graves accusations et apparemment avec des preuves pour les étayer. Nous allons lui donner la chance de s'exprimer. » Les minutes qui suivirent furent empreintes d'une tension palpable dans le studio, l'air semblant lourd, chargé d'une électricité silencieuse qui tenait tous les présents en captivité. Le bourdonnement subtil des micros ajustés et le clic des caméras se positionnant captaient chaque détail du visage de Valérie, ses yeux rouges et gonflés, ses petites mains agrippant le tissu de sa robe, sa respiration entrecoupée de sanglots. Elle essayait de se contenir alors que les techniciens préparaient le matériel pour lancer l'enregistrement. Valérie tremblait sur le canapé, son corps frêle secoué par un mélange d'émotions qui la déchirait de l'intérieur. Peur et courage se livraient une bataille intérieure, la faisant alterner entre des crises de larmes convulsives et une détermination d'acier, comme si son esprit refusait de céder à la faiblesse. Le public regardait dans un silence absolu, un respect presque sacré qui rendait l'atmosphère encore plus intense. Beaucoup avaient les yeux embués de larmes en voyant la souffrance gravée sur le visage de cette enfant, si petite et pourtant incroyablement forte. Des spectateurs ordinaires, qui jusqu'à quelques minutes auparavant ignoraient l'histoire cruelle sur le point d'être révélée, se tenaient la main. Lauren Spencer, la célèbre animatrice, gardait un bras protecteur autour des épaules de Valérie, geste instinctif de soutien, telle une mère désireuse de la protéger de tout mal. « Chut !» murmura-t-elle doucement, promettant que tout irait bien, que désormais elle n'était plus seule. À cet instant, Lauren n'était pas seulement le visage célèbre de la télévision, c'était une femme déterminée à aider une enfant en détresse, une enfant qui avait risqué tout pour obtenir justice. Les cadres de la diffusion, qui quelques instants plus tôt avaient voulu interrompre le programme, échangeaient désormais des regards inquiets en constatant qu'ils assistaient à l'un des moments les plus extraordinaires de l'histoire de la télévision en direct. Des millions de téléspectateurs, fixés sur leurs écrans, écoutaient, stupéfaits, chaque mot de la confession posthume. L'enregistrement atteignit son moment le plus poignant lorsque la voix d'Alexandre, étranglée par l'émotion et peut-être par les effets du poison, lança son ultime supplique. « Valérie, ma chère, si tu écoutes ceci, tu dois être forte. Je sais que tu n'es qu'une enfant, mais tu as toujours été plus intelligente et plus courageuse que quiconque aurait pu l'imaginer. » Le bruit soudain de portes qui s'ouvraient et de pas précipités mit fin à l'enregistrement, laissant derrière lui la tension des derniers instants de lucidité d'un homme qui savait que sa fin était proche. Le silence qui suivit dans le studio fut assourdissant, rompu seulement par les sanglots étouffés de quelques membres du public et les pleurs discrets de Valérie. Lauren Spencer, encore visiblement secouée, prit une profonde inspiration et retrouva son calme professionnel, même les yeux embués de larmes, sa posture dégageant un sérieux et un engagement sans faille. Elle se tourna vers les caméras, son regard fixe reflétant la gravité de ce qui venait d'être révélé. Le silence dans le studio était presque absolu, interrompu seulement par le léger murmure des spectateurs tentant encore de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. L'animatrice serra le micro, sa voix tremblante mais résolue. « Mesdames et messieurs, nous venons d'assister à quelque chose d'extraordinaire. » Sa voix résonna dans le studio, chargée d'une intensité qui fit frissonner chacun des spectateurs. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une enfant à l'imagination fertile, nous venons d'entendre la confession d'un homme qui savait qu'il était victime d'un mal terrible et qui a consigné ses derniers instants dans l'espoir de protéger sa fille et d'assurer que justice soit faite. Le public resta silencieux un bref instant avant qu'un murmure indigné ne se répande dans la salle, des gens essuyant discrètement leurs larmes tandis que d'autres secouaient la tête, incrédules face à la cruauté de ce complot. À l'extérieur du studio, les répercussions se propageaient déjà comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux s'embrasaient avec la diffusion, des hashtags se multipliaient chaque seconde, des commentaires indignés inondaient les écrans de millions d'appareils à travers le pays. La justice pour Valérie devenait déjà un mouvement numérique, tandis que des journalistes indépendants lançaient des enquêtes sur la femme derrière tout cela. Au manoir, Catherine était paralysée devant le téléviseur plasma, son verre de vin coûteux oublié dans sa main tremblante,
le liquide rouge menaçant de se renverser. Son visage, toujours si parfaitement maîtrisé, se déformait désormais en un masque de terreur pure en voyant son empire de mensonges s'effondrer en direct devant des millions de téléspectateurs. La voix fantomatique d'Alexandre, révélant chaque détail de ses crimes, remplissait le salon telle une malédiction, faisant trembler tout son être. Dans un mouvement brusque, elle laissa tomber son verre, qui se brisa contre le sol en marbre, le vin rouge se répandant à ses pieds. Ses doigts, jadis fermes et contrôlés, couraient désormais frénétiquement sur son téléphone, tentant d'appeler ses contacts, avocats, policiers, politiciens influents, mais chaque appel renvoyait simplement vers la messagerie vocale. C'était comme si le monde entier savait déjà qu'elle était fichue, et personne ne voulait être associé à sa chute imminente. Le son de la sonnette retentit dans le manoir désert, faisant sursauter Catherine. Sur les caméras de sécurité, elle aperçut une foule se former devant les portes, des journalistes armés d'appareils photo, des curieux pointant leur téléphone, et, plus alarmant encore, des voitures de police commençaient à arriver. Son empire, bâti avec tant de minutie sur des mensonges, de la manipulation et du crime, s'effondrait en quelques minutes. Les imposantes colonnes et le mobilier luxueux, autrefois symbole de sa victoire, perdaient désormais de leur éclat, se réduisant à de simples objets insignifiants face à l'effondrement imminent de sa vie. Chaque détail qui avait jadis incarné son pouvoir portait maintenant le poids de sa chute imminente. Le silence de la maison était rompu seulement par le doux bourdonnement de la télévision dont la lueur bleutée se reflétait sur les murs blancs, dévoilant le visage qu'elle craignait par-dessus tout en cet instant, le sien. Le nom de Catherine apparut en lettres grasses, accompagné d'un message brutal et inéluctable. La police est déjà en route pour vous arrêter. Le cœur battant à tout rompre, ses mains froides se posant sur ses bras le long de son corps, son esprit se mettait à chercher désespérément une échappatoire qui n'existait plus. L'écho de la voix d'un reporter semblait résonner dans le vide, chaque mot renforçant sa sensation d'étouffement. Puis, le fracas des portes forcées déchira le silence du manoir, résonnant dans les couloirs tel un coup de tonnerre annonçant la fin. Des pas lourds envahirent alors la propriété, chaque martèlement sur le sol rappelant qu'il n'y avait plus de retour possible. Ce fut la dernière chose que Catherine enregistra avant que son monde de mensonges ne s'effondre complètement, quelques minutes seulement après la diffusion en direct. Les réseaux sociaux explosèrent avec la vidéo de la petite Valérie envahissant l'émission de Lauren Spencer. L'enregistrement de la confession d'Alexandre se propagea comme une traînée de poudre, partagée des milliers de fois sur différentes plateformes. Des extraits de la diffusion furent sans cesse répétés sur les chaînes d'information, interrompant leur programmation habituelle pour couvrir le drame qui captivait l'attention de tout le pays. Le visage angélique de Valérie, contrastant avec la gravité de ses accusations et la preuve irréfutable de la voix de son père, créait un récit si puissant qu'il était impossible de rester indifférent. Des messages tels que « Justice pour Valérie » et « Catherine criminelle » dominèrent les tendances avec des millions de publications exprimant l'indignation et réclamant une punition exemplaire pour la belle-mère criminelle. Des célébrités, influenceurs et personnalités publiques se mirent à prendre position, partageant l'histoire et exigeant que les autorités agissent immédiatement. L'indignation sur les réseaux sociaux fut telle que même les politiciens et les responsables judiciaires se virent contraints de faire des déclarations, promettant des enquêtes rigoureuses et une justice rapide. Des groupes de manifestants commencèrent à se former spontanément devant le manoir où se trouvait Catherine, leurs pancartes et slogans diffusés en direct par des dizaines de chaînes d'information. La foule grossissait de minute en minute, des personnes de toute classe sociale s'unissant dans un cri commun pour la justice. Des mères serraient leurs enfants alors qu'elles regardaient la rediffusion sur leur téléphone, des larmes coulant sur leur visage à l'évocation de la souffrance de cet enfant qui, seul, avait affronté tant de mal pour révéler la vérité sur la mort de son père. Les journalistes couvrant l'affaire commencèrent à déterrer d'autres irrégularités dans le passé de Catherine, des reportages spéciaux révélant un schéma de comportement suspect, d'autres mariages antérieurs avec des hommes fortunés, des décès mystérieux, des fortunes disparues. L'affaire de Valérie avait ouvert une boîte de Pandore, exposant une toile de crime remontant à des années. Des experts en droit pénal furent convoqués pour commenter en direct, expliquant les peines possibles pour chacun des crimes révélés ou crimes prémédités contre la vie, falsification de documents, détournement, privation illégale de liberté d'un mineur. Sur les réseaux sociaux, les internautes commencèrent à partager leurs propres histoires d'abus et d'injustice, inspirées par le courage de Valérie. La petite fille était devenue un symbole de résistance, son histoire touchant une corde sensible dans la société. Des vidéos analysant l'enregistrement d'Alexandre devinrent virales, des experts en audio médico-légal confirmant son authenticité,
des extraits de la confession furent transformés en mèmes et repartagés des milliers de fois, toujours accompagnés de messages de soutien pour Valérie et de rejet de Catherine. Lauren Spencer, qui était devenue une partie intégrante de cette histoire en donnant la parole à Valérie, poursuivit sa couverture spéciale de chaque nouveau développement avec un mélange de professionnalisme et d'émotions sincères. Son émission, autrefois axée sur le divertissement et les interviews légères, s'était transformée en l'épicentre d'une révolution sociale, un véritable tribunal public où la vérité émergeait enfin, détruisant l'empire de mensonges qui avait gardé Valérie silencieuse pendant si longtemps. L'audience a grimpé en flèche à des niveaux sans précédent, des journaux renommés ont reproduit les extraits les plus marquants de l'interview, les autorités ont commencé à subir des pressions pour agir et même des personnalités publiques se sont exprimées sur les réseaux sociaux en déclarant leur soutien à la jeune fille qui avait défié un système corrompu. L'histoire a transcendé les frontières de la télévision et a envahi les rues, inspirant des manifestations pacifiques réclamant justice, tandis que hashtags et publications inondaient les réseaux sociaux. À ce moment-là, Lauren Spencer était plus qu'une simple animatrice, elle était la voix d'un mouvement. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une petite fille courageuse, déclara-t-elle lors d'une émission spéciale, son regard fixe sur la caméra reflétant la gravité de la situation. C'est un appel à l'éveil sur la manière dont notre société échoue souvent à protéger ses enfants, à écouter leur voix, à croire en leurs allégations. Elle fit une pause, laissant les mots résonner dans le silence du studio où le public regardait attentivement, absorbant chaque syllabe. Aujourd'hui, grâce au courage de Valérie, les choses commencent à changer. La réaction fut immédiate. Des applaudissements résonnèrent dans le studio. Certaines personnes, visiblement émues, à l'extérieur, dans les foyers de millions de téléspectateurs, les mots de Lauren avaient déclenché un sentiment d'indignation et d'espoir. Valérie n'était plus simplement une victime, elle était devenue le visage d'une lutte plus vaste. Et sa lutte appartenait désormais à tous ceux qui croyaient que la vérité devait triompher. Avec une perruque blonde et des lunettes de soleil, Catherine se précipitait dans le hall de l'aéroport international, traînant une valise cabine contenant ses biens les plus précieux. Ses mains, autrefois toujours sûres et élégantes, tremblait maintenant alors qu'elle serrait un faux passeport, son dernier coup de dé désespéré pour échapper à la tempête qui se préparait autour d'elle. Le talon de ses bottes coûteuses résonnait sur le sol poli tandis qu'elle essayait de garder son sang-froid, se sentant même que chaque personne passant à côté pouvait la reconnaître, sachant que son visage était diffusé sur toutes les télévisions de l'aéroport dans les informations de dernière minute. Dans son esprit tourmenté, elle essayait encore de comprendre comment tout s'était effondré si rapidement. Quelques heures plus tôt, elle était la souveraine absolue d'un empire bâti sur des mensonges et des crimes soigneusement planifiés, et maintenant, elle était une fugitive désespérée, courant contre la montre alors que sa propre toile de mensonges se refermait sur elle. Le vol vers un pays sans accord d'extradition devait partir dans 40 minutes. Si elle parvenait à passer le contrôle des passeports, elle serait libre. Ses doigts agrippaient la sangle du sac où elle gardait des bijoux et suffisamment d'argent pour commencer une nouvelle vie, loin d'ici. Lorsqu'elle s'approcha du contrôle des passeports, Catherine sentit son cœur battre encore plus fort en voyant les agents vérifier les documents avec plus d'attention que d'habitude. Une goutte de sueur perla sur son front pendant qu'elle répétait mentalement l'histoire qu'elle avait créée pour sa nouvelle identité. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Les agents semblaient plus vigilants, échangeant des regards significatifs entre eux. Un mouvement du coin de l'œil attira son attention. Des agents en civil commençaient à se positionner discrètement à des points stratégiques du hall. Lorsqu'elle essaya de se retourner, il était trop tard, tel un filet se refermant sur sa proie, les agents se déplacèrent en parfaite synchronie. Madame Catherine, la voix ferme de la déléguée retentit derrière elle, ou devrais-je dire Madame Catherine Vargas, ou peut-être préférez-vous Madame Catherine Martinez. Nous avons des relevés indiquant plusieurs noms que vous avez utilisés au fil des ans. Le sourire ironique de l'agent laissait entendre qu'il savait tout, non seulement sur la tragédie d'Alexander, mais sur tous ces crimes antérieurs qui refaisaient surface dans ce dernier acte de désespoir. Catherine tenta de maintenir sa façade d'indignée mondaine, c'est une outrage, une méprise. Vous ne pouvez pas croire au fantasme d'une enfant perturbée. Mais sa voix, autrefois si contrôlée et séduisante, sonnait maintenant stridente et hystérique. La déléguée secoua simplement la tête en sortant une tablette de sa mallette. Nous avons l'enregistrement d'Alexander, Madame Catherine, et pas seulement cela. Nous avons les rapports de toxicologie remis en cause, les documents falsifiés trouvés sur votre ordinateur, les témoignages d'anciens employés, les relevés de virements bancaires suspects, surtout, le témoignage courageux d'une fillette de 9 ans qui, malgré la peur, n'a pas abandonné sa quête de justice pour son père.
Les passagers traversant le hall commencèrent à la reconnaître, même avec le déguisement soigneusement choisi pour éviter exactement ce genre d'exposition. L'écharpe en soie couvrant une partie de son visage, les lunettes sombres et le manteau coûteux ne suffisaient pas à la cacher à la fureur du public déjà en ébullition. Les murmures se transformèrent rapidement en exclamations et en chuchotements. Des téléphones portables furent brandis en quelques secondes, leurs caméras fixées sur la femme qui, jusqu'à récemment, était synonyme de pouvoir et d'influence. Maintenant, elle tremblait sous les flashs et les regards curieux, son corps fragile sous le poids inévitable de ce qu'elle avait fait. La police, froide et méthodique, n'hésita pas. « Catherine, vous êtes en état d'arrestation. » Ces mots, chargés d'une autorité indéniable, résonnèrent comme un verdict final. Le cliquetis métallique des menottes se refermant autour de ses poignets délicats fut un son qui lui perça les oreilles tel le tonnerre. Sa respiration devint laborieuse, son esprit tournoyant dans le désespoir. Tant d'années de manipulation, de contrôle absolu, réduit à néant en quelques jours. Chaque pas calculé, chaque mensonge minutieusement planifié s'effondrait devant un public qui désormais la regardait, la jugeait et célébrait l'empire de mensonges qu'elle avait construit au fil des ans, s'écroulant sous la précision chirurgicale devant les caméras des curieux témoins qui enregistraient sa chute. Aucune influence ne pouvait désormais la sauver, aucune force ne pouvait résister à l'avalanche de preuves déjà en circulation dans le pays. La dernière chose que Catherine vit avant d'être escortée hors de l'aéroport fut son propre visage sur les écrans de télévision disséminés dans le hall. Son image, autrefois symbole de sophistication et de statut, partageait désormais l'espace avec celle de Valérie, la petite guerrière qui, seule, avait réussi à faire tomber sa maison de cartes. Une foule s'était déjà formée autour de la scène, des dizaines de téléphones portables brandis capturant l'instant où la puissante mondaine, maintenant le maquillage coulé par des larmes de désespoir, était enfin exposée au monde. Sa perruque blonde, échevelée lors de l'approche de la police, pendait tristement sur le côté, révélant des mèches de ses cheveux naturels et complétant l'image de sa chute. La scène qui se déroulait semblait tout droit sortie d'un film, des policiers en position stratégique, des caméras de télévision apparaissant de nulle part, et au centre de tout cela, la femme qui, quelques heures plus tôt, était l'incarnation de l'élégance et du pouvoir, réduite à une criminelle ordinaire amenée devant la justice. Les flashs des caméras illuminaient son visage déformé par une expression de fureur et de peur, chaque rafale photographique immortalisant l'instant précis de sa chute. Les personnes autour, la reconnaissant grâce aux nouvelles récentes, commencèrent à crier et à pointer du doigt, certains applaudissant même pendant que les agents la conduisaient vers la sortie. Le délégué, d'une posture rigide et d'une démarche implacable, gardait son calme professionnel, même au milieu du véritable cirque médiatique qui se formait autour de la scène. Le brouhaha dans l'aéroport grandissait de seconde en seconde, des dizaines de téléphones portables levés, les flashs clignotant sans relâche, tandis que des journalistes se frayaient un chemin entre les passagers pour capturer l'instant précis de la ruine de Catherine. Munis d'un micro et d'une voix ferme amplifiée par les haut-parleurs, ils commencèrent à lire le mandat d'arrêt, chaque mot étant un coup précis résonnant dans le hall bondé, tel un clou enfoncé dans le cercueil de la réputation de Catherine. Madame Catherine Vasquez, nous vous arrêtons pour falsification de documents, détournement de fonds, homicide, détention illégale d'un mineur. La liste se poursuivit, et à chaque nouvelle accusation, l'expression de Catherine se délitait un peu plus, ses épaules autrefois hautes d'arrogance commençaient à s'affaisser comme si le poids de ses propres crimes la submergeait enfin. L'éclat de supériorité dans son regard laissait place à une terreur silencieuse, une angoisse paralysante qui l'empêchait même de protester. Les murmures parmi les passagers devenaient audibles, certains chuchotaient avec indignation, d'autres enregistraient chaque détail de la chute de la femme qui se considérait jadis intouchable. Les agents lui tenaient fermement les bras et le cliquetis des menottes se refermant sur ses poignets résonnait comme un verdict final. Il n'y avait plus d'échappatoire, plus de manipulation ou de mensonge pour la sauver. Le dernier vestige d'arrogance dans son regard avait été remplacé par la terrifiante prise de conscience que sa vie de crime avait enfin pris fin. Et cette fois, le monde entier était en train de regarder. La maison de tante Cla était exactement à l'opposé du manoir où Valérie avait vécu ses derniers mois de tourments. La chaleureuse maison à 2 étages, aux murs pastel et au jardin rempli de tournesols, dégageait une sensation de paix que la fillette n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'odeur des biscuits fraîchement sortis du four embaumait constamment les pièces, et le son du rire sincère de sa tante résonnait dans les pièces telle une mélodie réconfortante. C'était comme si chaque détail de cet endroit avait été conçu pour guérir les blessures invisibles que les mois passés avaient laissées dans son cœur. L'adaptation à sa nouvelle vie se fit progressivement,
Cla faisant preuve d'une patience infinie face aux moments de tristesse et de peur qui hantaient encore sa petite nièce. Les nuits de cauchemar, autrefois fréquentes, devinrent de plus en plus rares, remplacées par des rêves paisibles bercés par l'affection sincère de sa nouvelle tutrice. « Ton père et moi étions très proches », racontait Cla lors de leur longue conversation sur le banc du jardin, « il serait si fier de voir la guerrière que tu es devenue, ma petite. » La visite de Lauren Spencer, quelques semaines après les événements qui avaient choqué le pays, apporta un moment particulier de reconnaissance. L'animatrice, qui était devenue une sorte de marraine moderne dans la vie de Valérie, arriva non seulement chargée de cadeaux, mais aussi de messages de milliers de personnes émues par son histoire. « Tu n'imagines pas combien de lettres nous avons reçues, » dit Lauren, les yeux embués d'émotion en remettant une boîte remplie de dessins et de cartes. « Ton courage a inspiré tout le pays, Valérie. Tu as montré que même la plus petite voix peut faire une différence lorsqu'il s'agit de lutter pour la vérité. » Le retour à l'école fut un autre chapitre important de son chemin de guérison. Les premiers jours furent difficiles, tout le monde connaissait son histoire et des regards curieux la suivaient dans les couloirs, mais contrairement à ce qu'elle craignait, Valérie ne rencontra pas de jugement, mais de l'admiration et de la solidarité. Ses nouveaux camarades l'accueillirent avec une gentillesse qui la surprit, et bientôt, elle se retrouva à participer à des groupes d'études, à partager des goûters pendant la récréation et, pour la première fois depuis longtemps, à rire sans réserve pendant les jeux dans la cour de l'école. Les après-midi se remplissaient désormais d'activités soigneusement planifiées par sa tante, des cours de peinture où Valérie découvrait un talent naturel pour exprimer ses émotions en couleurs, des séances de jardinage au cours desquelles elle apprenait la beauté de cultiver une nouvelle vie, et les moments les plus spéciaux, les histoires que Cla racontait sur son père lorsqu'il était jeune. Maintenant la mémoire d'Alexander vivante à travers des souvenirs heureux et des rires partagés. La transformation était visible pour tous ceux qui la connaissaient. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être mesuré uniquement par des mots ou des gestes, mais se manifestait dans les détails les plus subtils, dans la manière dont ses épaules ne portaient plus le poids de la peur, dans la façon dont sa respiration devenait plus légère, sans la sensation étouffante d'incertitude, et dans l'étincelle qui avait disparu de ses yeux durant les mois de captivité et qui revenait progressivement, plus forte, plus déterminée. Il ne s'agissait pas seulement de la lumière d'une enfant retrouvant l'espoir, mais de la flamme inextinguible de quelqu'un qui s'était battu et avait gagné. Son rire, autrefois timide et rare, remplissait désormais la maison telle une musique, insufflant la vie dans chaque recoin. Ce son résonnait dans les couloirs, preuve que l'obscurité de son passé ne la définirait pas pour toujours, que la peur n'était plus l'ombre constante de ses pas, remplacée par la redécouverte de son enfance, des petits moments qui lui avaient été volés et qui, peu à peu, redevenaient les siens. La petite guerrière qui avait affronté le mal avec tant de courage commençait à se laisser aller à être simplement une enfant, réalisant que son histoire, bien que marquée par des moments de douleur, n'était pas une sentence perpétuelle. Sa vie n'était pas vouée à la souffrance. Elle avait le droit de rêver, de sourire, d'être heureuse sous la bienveillance de Cla qui l'avait prise dans ses bras avec l'affection que seul l'amour véritable peut offrir, et entourée de l'affection de ses nouveaux amis, Valérie trouva enfin ce qu'elle n'aurait jamais imaginé retrouver, un foyer, plus encore, la chance de reconstruire sa vie sur des fondations solides, non pas faites de peur et de silence, mais d'amour et de vérité. Même entourée de l'amour de sa tante Cla et de la sécurité de sa nouvelle maison, la nuit apportait encore des défis pour Valérie. Les cauchemars, bien que moins fréquents, venaient encore hanter ses rêves, où le grenier sombre se transformait en un labyrinthe sans fin, où la voix de Catherine résonnait telle celle d'un fantôme persistant, où la dernière image de son père se dissolvait en ombre. Lors de ces nuits les plus difficiles, elle se réveillait en silence, les larmes mouillant son oreiller, avec un immense vide dans sa poitrine, à l'endroit même où la présence constante et aimante d'Alexander avait jadis été. Avec une sensibilité aiguisée par les années, Cla remarquait les matins où Valérie apparaissait avec des cernes plus profonds, lorsque son sourire mettait plus de temps à poindre. Dans ces moments-là, elle s'asseyait auprès de sa petite nièce pendant le petit déjeuner et partageait des histoires sur Alexander, non pas les histoires tristes de la fin, mais les souvenirs joyeux d'un père dévoué qui avait consacré sa vie à protéger et à aimer sa fille. « Tu sais, ma chérie, » disait-elle en versant du chocolat chaud dans leur tasse préférée, « ton père disait toujours que tu avais la même force que ta mère, cette détermination silencieuse qui déplace des montagnes. » C'est lors d'un après-midi de rangement dans le grenier de Cla, un environnement chaleureux et bien éclairé si différent de celui qui avait été sa prison, que Valérie découvrit l'album photo. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle ouvrit la couverture en cuir usé, mais bientôt ses yeux se remplirent de larmes d'émotion en voyant les images qui racontaient l'histoire de sa famille. Il y avait le jeune Alexander souriant aux côtés de sa sœur Cla lors d'un pique-nique d'été,
là où il tenait la petite Valérie, les yeux débordant d'amour et de fierté, et ils étaient présents dans d'innombrables moments heureux, anniversaires, promenades dans le parc, après-midi à déguster des glaces et rire. Chaque photographie était comme une fenêtre ouverte sur un temps plus heureux. Mais au lieu d'accroître sa tristesse, ces images apportaient un réconfort différent. Dans chaque sourire figé sur le papier, dans chaque étreinte capturée par l'objectif, Valérie trouvait non seulement des souvenirs, mais aussi la preuve tangible de l'amour que son père avait légué. L'album renfermait également, entre ses pages jaunies, une enveloppe contenant une lettre que son père avait écrite à sa naissance, conservée par Cla toutes ces années. Les mots, écrits dans une calligraphie élégante qu'elle connaissait si bien, parlaient de rêve et d'espoir pour son avenir, d'un amour inconditionnel qui transcendait le temps et la distance. « Ma petite guerrière », disait un passage qui faisait souffrir son cœur, « quel que soit le chemin que la vie te réserve, sache que ton père sera toujours à tes côtés, même quand tu ne pourras plus me voir. » Assise sur le sol du grenier, l'album photo ouvert sur ses genoux, Valérie passait ses petits doigts sur les images qui contenaient des fragments de son histoire. La poussière dansant dans l'air, illuminée par les derniers rayons de soleil, créait une atmosphère presque magique, comme si le temps s'était arrêté un instant pour lui permettre d'absorber chaque détail en toute lenteur. La lumière dorée de la fin d'après-midi filtrait à travers la petite fenêtre, peignant de longues ombres douces sur les murs patinés, tandis que l'odeur du bois vieilli et du papier jauni persistait dans l'air, apportant avec elle une nostalgie qui resserrait sa poitrine. Là, parmi ces pages jaunies et ces sourires figés dans le temps, Valérie comprit enfin une vérité profonde. Son combat pour la justice n'avait pas été mené uniquement pour elle. Elle tourna lentement les pages, s'arrêtant sur une photographie où son père la tenait dans ses bras, ses yeux emplis d'amour et de protection. Une chaleur monta en elle, mélange de nostalgie et de gratitude. Elle s'était battue non seulement pour survivre, mais pour honorer tout ce qu'il représentait, intégrité, courage et amour inconditionnel. Les cauchemars pouvaient encore revenir, les souvenirs douloureux pouvaient encore resserrer son cœur, mais désormais, elle savait qu'elle n'était pas seule. Elle portait en elle non seulement les souvenirs d'un passé qui l'avait façonné, mais aussi la force de ceux qui l'avaient aimé, même s'ils n'étaient plus physiquement à ses côtés. Fermant les yeux un instant, elle prit une profonde inspiration pour s'imprégner de ce moment de paix. Elle était prête à aller de l'avant, non pas en tant que victime, mais en tant que survivante. Un après-midi de printemps, baignée par la lumière dorée du jardin de Cla, Valérie jouait joyeusement parmi les tournesols. Ses cheveux, désormais plus longs et brillants, dansaient au gré du vent tandis qu'elle courait après un papillon bleu, son rire cristallin résonnant dans l'air comme une mélodie. Tante Cla, assise sur le porche en tricotant, la regardait avec des yeux embués de larmes de bonheur, remerciant silencieusement de voir enfin cet enfant vivre l'enfance qu'elle méritait, libérée des fantômes du passé qui l'avaient entourmentée. La scène familière et idyllique se dissolvait toutefois pour laisser place à une transition sombre, cédant la place à un environnement complètement opposé, les corridors gris et froids d'un pénitencier pour femmes de haute sécurité. Surgissant de l'obscurité, ces murs tachés et délavés racontaient silencieusement des histoires de vie gâchée et de rêves corrompus. Le son métallique des portes qui se fermaient et les pas résonnant sur le sol en béton remplaçaient les rires innocents du jardin, créant une atmosphère dense et oppressante qui semblait aspirer toute lumière et tout espoir. Au bout du corridor le plus isolé de la prison, où une faible lumière clignotait par intermittence et où l'odeur d'humidité imprégnait les murs écaillés, se trouvait une cellule différente des autres. Le silence y était plus lourd, étouffant, brisé seulement par le grincement occasionnel d'un vieux matelas ou le goutte-à-goutte insistant d'une conduite rouillée à travers une petite fenêtre grillagée. On pouvait entrevoir une silhouette solitaire, l'ombre de quelqu'un qui avait jadis été puissant, assise dans un coin sombre, recroquevillée contre le mur froid et sans couleur. Catherine ne ressemblait plus guère à la femme qui dominait autrefois les somptueux halls et les événements exclusifs. Ses cheveux, autrefois soignés dans les meilleurs salons, tombaient maintenant en mèches ternes et sans vie sur ses épaules osseuses. Ces mêmes mèches qui scintillaient jadis sous les lustres en cristal étaient désormais emmêlées et en désordre, reflétant le délaissement de sa nouvelle réalité. Ses mains, autrefois ornées de bagues précieuses et aux ongles parfaitement sculptés et polis dans des teintes sophistiquées, étaient maintenant rugueuses, desséchées et marquées de petites fissures, visibles témoignages de jours de travail forcé. Les bouts de ses doigts étaient sales, ses ongles cassés, comme si toute trace de vanité avait été arrachée avec sa liberté. L'uniforme orange qui couvrait désormais son corps avait remplacé les robes de créateur qu'elle aimait tant, ses tissus fins et ses coupes impeccables qui symbolisaient autrefois son ascension sociale. Il ne lui restait plus qu'un tissu grossier et informe, identique à celui de toutes les autres détenues.
Catherine, l'ancienne reine de cet empire de mensonges, n'était plus qu'une prisonnière oubliée, engloutie par le système qu'elle croyait jadis invincible. Et tandis qu'elle fixait les ombres de sa cellule, elle comprit que, pire que d'être là, c'était de savoir que plus personne ne se souciait de son existence. Le corridor de la prison pour femmes résonnait du bruit monotone d'une serpillière contre le sol en béton, tandis que Catherine, voûtée sur le sol sale, accomplissait sa tâche quotidienne avec une expression de profonde amertume gravée sur le visage. Son uniforme orange, taché d'eau et de produits de nettoyage, lui rappelait sans cesse sa chute vertigineuse. Les mains qui exhibaient autrefois des bagues en diamant et des ongles parfaitement manucurés étaient désormais rugueuses et abîmées par le contact constant avec des produits chimiques. Un groupe de détenus observait la scène depuis le 2e étage, appuyé contre les barreaux de l'air commune, commentant avec un rire à peine contenu la nouvelle célébrité de la prison. « Regarde, la poison, madame, qui pensait vivre dans le luxe grâce à la fortune de son défunt mari. » En se moquant, l'une d'elles lança d'une voix chargée de dédain. Les autres détenus se joignirent au cœur des railleries, chaque commentaire ressemblant à une gifle à ce qui restait de l'orgueil de Catherine. Les jours en prison étaient devenus une routine de constantes humiliations. Les gardes, qui connaissaient son histoire grâce aux reportages sensationnalistes, s'assuraient de lui attribuer les tâches les plus dégradantes. Les privilèges que son argent achetait jadis n'existaient plus derrière ces murs gris. Son nom, jadis murmuré avec révérence dans les cercles sociaux les plus exclusifs, était maintenant craché avec mépris dans les couloirs de la prison, souvent accompagné d'insultes et de références à sa tentative ratée de détruire la vie d'une enfant innocente. La mondaine qui régnait autrefois dans des manoirs luxueux se contentait désormais d'une minuscule cellule partagée avec 3 autres détenus, qui ne manquaient jamais de lui rappeler ses crimes. Les nuits étaient rythmées par des sanglots lointains et le grincement métallique des barreaux, bien différent de la symphonie qu'elle écoutait autrefois lors de ses somptueuses soirées. Son matelas mince et rugueux lui rappelait constamment les draps de soie qu'elle avait perdus avec sa liberté. « Et, princesse du crime, tu t'es déjà liée d'amitié avec les cafards de ta cellule ? Ils sont plus sincères que ces riches amis à toi. » lança une détenue, provoquant une nouvelle vague de rire. Catherine tenta d'ignorer ces railleries, se concentrant sur son travail mécanique de nettoyage, mais chaque mot atteignait une partie sensible en elle. Son masque de supériorité, jadis si impénétrable, se fissurait un peu plus chaque jour, dévoilant le vrai visage d'une femme qui avait tout perdu, statut, pouvoir, liberté, et surtout, son identité. L'ironie de sa situation n'échappait à personne. La femme qui avait passé sa vie à manipuler et à détruire pour rester au sommet se traînait désormais au fond du gouffre, réduite à une existence grise et inglorieuse. Catherine, qui arpentait autrefois fièrement les somptueux couloirs, enveloppés de bijoux et de parfums onéreux, passait maintenant ses journées dans un uniforme beige terne, frottant le sol froid et rugueux d'un corridor faiblement éclairé. Les murs écaillés de la prison semblaient se refermer sur elle, l'étouffant, comme pour se moquer d'elle. L'odeur de désinfectant mêlée à celle de la sueur emplissait ses narines, et chaque coup de serpillière sur le sol résonnait dans cet environnement stérile, cruel rappel de sa nouvelle réalité. Les ongles, jadis soigneusement vernis, étaient désormais cassants et sans couleur, et ses cheveux, autrefois choyés dans les meilleurs salons, étaient ternes, attachés en un chignon désordonné. Chaque goutte de sueur qui coulait sur son visage était la marque de sa défaite, chaque douleur dans ses articulations était une punition silencieuse du destin. L'empire de mensonges qu'elle avait soigneusement construit s'était non seulement écroulé, mais était devenu sa propre prison, tant au sens littéral que figuré. Catherine n'avait plus d'alliés, plus aucun contrôle. Les regards des autres détenus oscillaient entre le mépris et l'indifférence. Ici, elle n'était personne. Il n'y avait ni influence, ni pot de vin, seulement le poids écrasant de la routine, l'amertume de l'échec et le bruit incessant de la serpillière glissant sur le sol, écho interminable de sa ruine. Au moment du déjeuner dans la cafétéria de la prison, Catherine tenta de garder une posture digne d'autrefois en tenant son plateau de nourriture institutionnelle, mais il était impossible d'ignorer les commentaires malveillants qui la suivaient comme des ombres. « Regarde l'actrice de l'année », lança une détenue en se moquant, « tu as fait tout un spectacle à la télévision, n'est-ce pas ? Ton dernier rôle sera celui de concierge ici. » La cafétéria éclata de rire alors que Catherine, les mains tremblantes de rage contenue, renversait une partie de sa soupe aqueuse sur son plateau. Les gardes, censés maintenir l'ordre, feignaient de ne pas voir le harcèlement constant qu'elle subissait. En fait, certains prenaient même part aux railleries, glissant des remarques cinglantes lors des fouilles quotidiennes ou en lui assignant les pires tâches possibles. « Tu as appelé l'un des gardiens plus âgés », lança-t-elle d'une voix chargée de dédain,
les salles de bain du bloc C ont besoin d'un nettoyage spécial aujourd'hui, et cette fois, je veux voir mon reflet sur le sol. Après tout, tu dois être habitué à des normes de propreté bien plus élevées. » Le sourire ironique du garde laissait entendre qu'il savourait chaque instant de cette humiliation. Sa notoriété s'étendait bien au-delà des murs de la prison. Lors des rares visites autorisées dans la salle de télévision, elle était torturée par les rediffusions de ses documentaires sur sa capture, les reportages sur ses crimes et les analyses interminables d'experts discutant de sa psychopathie. Son visage défiguré, tordu de haine lors de son arrestation, était devenu un mème national partagé des millions de fois avec des légendes sarcastiques. L'histoire de la mondaine meurtrière, renversée en direct à la télévision par une enfant courageuse, avait captivé l'imagination du public, transformant Catherine d'une figure redoutée en un objet de moquerie. La cellule qu'elle appelait désormais chez elle était un exercice constant d'humilité forcée. L'espace minuscule de 3x2m, partagé avec 3 autres détenus, ne rappelait en rien le luxe auquel elle était habituée. Les murs, écaillés et tachés d'humidité, avaient remplacé le papier peint importé de son ancien manoir. Son lit était un couchette métallique rouillé avec un matelas mince et inégal, bien loin de son ancien lit king size avec des draps en soie égyptienne. La salle de bain se résumait à des toilettes apparentes et un lavabo en métal, sans aucune intimité, une ironie cruelle pour celle qui avait jadis possédé 5 salles de bain avec baignoire à remous. Cette nuit-là, alors que le silence tombait enfin sur la prison, Catherine se recroquevilla sur sa couchette supérieure, ses bras enroulés autour d'elle dans une tentative vaine de se réchauffer. Le matelas mince et inégal lui faisait mal au dos, et le drap encore ne parvenait pas à la protéger du froid qui s'infiltrait par les barreaux de la petite fenêtre au-dessus de sa tête. Le vent hurlait dehors, apportant avec lui un frisson glacial qui faisait souffrir ses os. Le bruit lointain des portes métalliques se refermant résonnait dans les corridors ombragés, mêlé aux cris occasionnels d'autres détenus, des disputes, des cauchemars, ou simplement le reste du désespoir. C'était sa nouvelle bande sonore, remplaçant les opéras sophistiqués qu'elle écoutait autrefois sur son système audio dernier cri en savourant des vins coûteux. Désormais, il n'y avait plus de luxe, seulement un monde froid et impitoyable qui lui rappelait chaque seconde ce qu'elle avait perdu. Elle ferma les yeux, mais l'obscurité ne la réconfortait pas. Au contraire, c'était dans ce silence absolu, lorsqu'elle se retrouvait seule avec ses pensées, que la réalité de sa chute la frappait de plein fouet. Il n'y avait plus de masque, plus d'excuses, plus de plan pour contourner la situation. Il n'y avait personne à manipuler, personne à tromper. La femme qui, autrefois, calculait chaque détail de son ascension sociale n'était désormais plus qu'une anecdote, un nom prononcé avec mépris aux nouvelles, une plaisanterie parmi ceux qui l'avaient jadis crainte. Son empire de mensonges s'était effondré, et au final, elle n'était plus qu'un avertissement sur les conséquences inévitables de la cupidité et de la cruauté. Dans l'obscurité de sa cellule, Catherine tenait entre ses doigts tremblants un vieux journal jauni. La photo en première page montrait Valérie souriante, serrée dans les bras de sa grande tante Cla, dans un jardin rempli de tournesols. Le titre, qui semblait se moquer d'elle, annonçait en lettres majuscules le bonheur de son ancienne belle-fille, Valérie, la fille qui avait ému le pays, désormais heureuse avec sa nouvelle famille. Ses yeux parcouraient obsédément chaque mot du reportage, tandis que ses ongles, jadis parfaitement manucurés et désormais mordillés et cassés, serraient le papier avec une force suffisante pour le déchirer. La rage bouillonnant dans sa poitrine était la seule chose qui lui restait, la seule émotion qu'elle pouvait ressentir intensément dans cet endroit froid et hostile. Ses yeux, autrefois calculateurs et séduisants, débordaient maintenant d'une haine viscérale à la vue des images de Valérie, qui reconstruisait sa vie, célébrée comme une petite héroïne, pendant qu'elle dépérissait dans cette cellule sordide. Le son métallique de la porte en acier se refermant pour la nuit résonnait dans le couloir comme une sentence finale, rappel cruel qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Ce bruit se répercutait entre les murs sales et écaillés de la prison, traversant les barreaux rouillés, tel un dernier clou dans le cercueil de son destin. Catherine, assise sur le bord du lit superposé étroit, respirait à peine tandis que l'obscurité commençait lentement à engloutir l'espace autour d'elle. L'odeur de moisissure et de sueur imprégnait l'air suffocant de la cellule, se mêlant au léger arôme de fumée de cigarette bon marché s'échappant d'un détenu encore éveillé dans une cellule voisine. Le mince matelas sous son corps grinçait à chaque léger mouvement, si inconfortable que cela lui faisait mal au cou, mais elle s'en fichait désormais. Le journal chiffonné dans ses mains, celui qu'elle lisait et relisait compulsivement chaque jour, tremblait légèrement entre ses doigts tremblants. Les gros titres clamaient encore sa chute, comme s'il voulait s'assurer que son nom ne serait jamais oublié, de la manière qu'elle craignait le plus. Dans le noir, elle pouvait entendre les autres détenus se remuer dans leur lit,
certains poussant des gémissements d'épuisement, d'autres attendant simplement que le temps passe. Aucun d'eux ne prêtait attention à ces grognements de haine ou à l'existence pathétique qu'elle menait désormais. Il n'y avait plus de flatteurs, plus de regards d'admiration ou de peur, seulement du mépris et de l'indifférence. L'ancienne reine du Sud, la manipulatrice implacable qui avait terrorisé un enfant innocent, n'était plus rien d'autre qu'une ombre oubliée dans les profondeurs d'une prison, ses rêves de pouvoir et de richesse remplacés par la froide et immuable réalité de sa condamnation. Et dans ce silence oppressant, elle comprit enfin que la seule chose pire que d'être détestée était d'être oubliée.